Nous y sommes. Alors, une petite seconde. Bon, comme à chaque fois, on ne s'y habitue pas, c'est toujours très étrange. Donc allons-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre dans ce qu'on peut désormais appeler le Salon NUMOC, puisque c'est la quatrième rencontre que nous organisons depuis nos salons. Nous recevons ce soir Anatole Lécuyer, directeur de recherche à l'INRIA. On apprend un peu, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on cherche votre biographie, que vous étiez en 2013 un jeune chercheur. Il y a donc 7 ans de cela, puisque vous obtenez une récompense pour des recherches pionnières avec cette catégorie de l'INRIA sur des matières graphiques avec lesquelles on peut interagir. Ce sont vos propres termes pour définir ce domaine un peu nouveau que vous allez défricher. Et c'est ainsi que vous définissez donc la réalité virtuelle qui a fait depuis les années 90 environ son apparition sur les écrans informatiques. Vous n'avez pas tout de suite fait vos premiers pas dans la recherche, mais plutôt dans l'industrie, et vous avez donc accompli cette thèse sur ces terrains prometteurs et encore assez peu défrichés, je le disais, et vous explorez en particulier cette interface entre l'homme et la réalité virtuelle, et en particulier, premier mot un peu compliqué de notre rencontre, la modalité dite haptique, qui est alors une nouveauté en France, et ce retour pseudo-haptique, encore peut-être plus subtil, qui désigne finalement cette perception par un sujet d'une force qui n'existe pas, mais qui est purement l'effet d'un stimulus visuel. Votre travail, on va avoir forcément besoin de vos éclairages plus précis sur ces domaines. Votre travail prend de nombreuses directions, mais qui sont toujours basées sur l'exploitation des propriétés de la perception humaine. Et nous sommes finalement très contents de vous recevoir dans cette édition reprogrammée du Festival NUMOC des bibliothèques de Paris, car au fond, on pourrait lire presque un fil directeur très entre les conférences qui vous ont précédé et la vôtre, puisque vous proposez une approche inversée, c'est le mot que vous employez, c'est-à-dire où la perception est primordiale et où la technologie se retrouve secondaire. On est donc bien content de reprendre cette idée. Vous avez, à partir de là, travaillé avec de nombreuses autres disciplines, les neurosciences, la psychologie cognitive, l'informatique bien sûr, et parmi les domaines que vous poursuivez désormais, dont vos travaux essayent d'explorer les potentialités, il y a ce que l'on appelle les interfaces cerveau-ordinateur, Brain-Computer Interfaces, où cette fois-ci ce n'est plus le corps explicitement dit qui va servir de médiateur, mais la pensée pour stimuler et obtenir ces effets haptiques. Vous lancez un projet qui débouchera sur une création d'entreprise, OpenVibe, et un logiciel que vous tenez à développer en open source. Il est toujours très utilisé dans des laboratoires et il a débouché sur de nombreuses applications, en particulier dont l'assistance aux personnes handicapées. Ce projet se poursuit. Vous avez donné naissance à d'autres applications avec votre équipe de recherche, puisque vous êtes désormais directeur d'une nouvelle équipe qui porte le nom évocateur de Hybride. À travers cet effort collectif, vous fédérez et combinez différentes manières d'interagir avec les environnements virtuels, et c'est pour ça que cette approche s'appelle ainsi. Faire le lien entre l'interaction haptique et pseudo-haptique d'une part, mais également l'interaction cerveau-ordinateur d'autre part. Votre carrière de jeune chercheur n'est pas terminée, n'est pas accomplie jusqu'à nouvel ordre, et nous sommes ravis ce soir de vous recevoir pour ce livre que vous publiez aux éditions Human6, Votre cerveau est un super-héros, quand les nouvelles technologies révèlent nos capacités insoupçonnées. Nous vous attendions à la bibliothèque Forney et à la bibliothèque Saint-Éloi de notre réseau. Nos collègues sont derrière leur écran, eux aussi bien contents de vous rencontrer par ce biais, tout à fait en 2D. Nous n'avons pas d'illusion haptique, mais l'impression que nous allons beaucoup apprendre avec vous ce soir. Alors peut-être pour commencer cette discussion, puisque nous allons utiliser vos travaux en 2D, car vous êtes un très bon dessinateur, ces dessins que vous avez glissés dans votre ouvrage nous serviront de fil conducteur pour la discussion, mais peut-être il s'agit de vous poser cette première question, en tout cas serait-il utile de vous la poser, pour quelles raisons revenir à des dessins 2D crayonnés à la main, dans des conditions parfois très très simples, alors même que vous êtes vous-même plutôt à la pointe d'autres mines et de mines technologiques très très avancées. Merci à vous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et puis aussi pour cette invitation au Festival NUMOC qui
malheureusement a été décalé 2 fois à cause de ces 2 vagues ces 2 vagues épidémiques. Donc ça aurait été vraiment un plaisir d'être présent physiquement et d'échanger avec l'auditoire dans les bibliothèques de Paris. Donc malheureusement, ça se fait un petit peu à distance, mais c'est super d'avoir trouvé aussi ce moyen de pouvoir prolonger quand même, enfin de pouvoir prolonger le festival numériquement, surtout pour un festival qui traite du numérique. Donc c'était une bonne idée. Et ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Donc je voudrais vraiment remercier les gens qui sont connectés, et puis ceux qui vont peut-être ensuite voir cette vidéo un petit peu plus tard. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je travaille sur des technologies interactives. Donc j'aime bien que ce soit interactif. Donc on va surveiller vos commentaires, on va regarder si vous avez des questions. Et j'y répondrai avec grand plaisir, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de ce genre de rencontre. Et donc pour répondre à cette première question, effectivement, pourquoi ces dessins, je vais revenir d'abord à pourquoi ce livre. Donc je l'ai ici, là, je me suis replongé dedans, parce que je me suis réimmergé dans mon propre ouvrage. C'était un livre où je voulais vraiment... D'abord, j'étais contacté par une éditrice formidable, Olivia Récassens, des éditions Humaine Science, l'éditeur Humaine Science, qui souhaite vraiment vulgariser certaines matières scientifiques qui peuvent paraître a priori un petit peu compliquées. Donc l'idée, c'était effectivement pour moi de parler de technologies qui peuvent paraître très compliquées, qui sont très complexes effectivement en pratique lorsqu'on les développe, lorsqu'on les conçoit, lorsqu'on les évalue. Mais je voulais en parler très simplement, je voulais que ce soit un langage très accessible, et ce livre, il est fait pour tout le monde, pour... pas besoin d'être bac+5, bac+10 pour comprendre cet ouvrage. Je pense que vraiment n'importe qui peut arriver à rentrer dedans. Enfin, je l'espère. En tout cas, c'était mon souhait. C'était communiquer sur ces technologies, les rendre vraiment beaucoup plus accessibles. Et puis, pour cela, j'ai aussi adopté une approche un peu personnelle. C'est-à-dire que j'ai voulu rendre le livre très vivant. Donc, je l'ai écrit à la première personne. Et j'ai glissé plein d'anecdotes de la vie de chercheurs pour rendre la matière plus vivante. Et pour montrer un petit peu ce que c'est que le travail d'un chercheur au quotidien, alors surtout un chercheur en informatique, dans un laboratoire d'informatique, comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les heureuses surprises qu'on a, puis parfois les déceptions, et puis comment on fonctionne dans les échanges, dans les rencontres, dans les conférences. Il y a plein de petites anecdotes, certaines sont très drôles, enfin je l'espère, en tout cas moi je les ai vécues de manière très très comique, et puis d'autres sont aussi prennent un petit peu plus de distance. Donc c'était ça l'idée, c'est de faire partager ce quotidien, et puis aussi de communiquer sur ces technologies un peu complexes et de manière très très simple pour les rendre très accessibles. Et on s'est demandé avec mon éditrice, comment est-ce qu'on va maintenant essayer d'illustrer le propos. Et la première idée étant assez naturellement de prendre des photos des différents dispositifs qui sont très visuels, hein. C'est des choses qui marquent en plus visuellement, parce que ça peut être des casques compliqués, des interfaces qu'on manipule un petit peu futuristes. Donc ça aurait pu être ça. Et puis finalement, on s'est dit que ce serait peut-être un petit peu restrictif et ça briderait un petit peu l'imaginaire des gens à la lecture. Donc on a plutôt finalement opté pour des dessins. Et on s'était dit que les dessins, ce serait un imaginaire supplémentaire qu'on pourrait amener dans ce livre. Et la première idée, c'était de faire appel à des dessinateurs de bande dessinée, parce que je suis un fan de bande dessinée. J'en parle un petit peu dans le livre. J'aurais aimé être un artiste et un dessinateur de bande dessinée. Bon, j'ai raté ma vocation. Je suis devenu chercheur en informatique. Mais j'ai gardé toujours cette passion pour le dessin et je dessine beaucoup. Et donc, j'ai fait appel d'ailleurs... je vais taire les noms, mais j'ai contacté certains dessinateurs, et puis malheureusement, ils n'ont pas répondu, c'était très occupé, je les comprends, et d'avoir plein de sollicitations de cette nature. Et donc, on a fini par opter par se dire, mais pourquoi pas moi, finalement, pourquoi est-ce que ce ne serait pas mes dessins qu'on glisserait dans l'ouvrage. Et alors ça, c'était un challenge supplémentaire, parce que bon, moi, j'ai jamais écrit de livre, je ne suis pas un écrivain, et je suis encore moins un dessinateur professionnel. Donc, je me suis un petit peu fait violence une deuxième fois pour essayer de produire un dessin par chapitre pour illustrer ces technologies. Et l'idée, c'était pas de les décrire directement, c'était plutôt de livrer un dessin qui avait un lien avec le chapitre, avait un lien avec ces technologies, et sur lesquelles les gens pourraient peut-être un petit peu rêver aussi. Donc voilà un petit peu l'historique et le pourquoi de ces dessins. Et on peut, du coup, l'idée ce soir avec vous, ça je trouve ça super, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler de cela. Je vais plutôt parler tout de suite des technologies, montrer des belles vidéos, montrer des explications un petit peu techniques. Mais là, on a pris un parti pris avec vous ce soir, et j'en suis vraiment très content, de plutôt montrer les dessins du livre, certains dessins, pas tous, parce qu'il y en a un petit peu plus,
et puis de partir de ces dessins pour parler des technologies qu'il y a derrière, en des termes, je l'espère, qui seront assez simples, et puis aussi raconter la petite histoire du dessin, la petite histoire dans la grande histoire, raconter dans quel contexte et pourquoi ce dessin est venu fort à propos illustrer ce chapitre-là. Voilà un petit peu les éléments que je pouvais donner en introduction. Et on peut féliciter ces dessinateurs de n'avoir pas répondu à votre invitation, car ça nous vaut finalement effectivement un fil conducteur qui est assez original, et c'est plutôt une bonne idée, je trouve. On s'attendait peut-être à voir des images de comics. On s'est posé la question au moment de préparer cette rencontre, et finalement, voilà, ces dessins croqués tout simplement dans des conditions dont vous allez nous raconter un peu la genèse seront tout à fait propices à ces explications. Alors, si vous souhaitez, on peut commencer. On commence, sauf s'il y a déjà des commentaires ou des questions. Moi, je serais ravi déjà de... Manifestement, il y a des fans qui ont envie de votre livre. Ouais, merci, merci. Je précise pour ceux qui nous suivent que nous voyons, Anatole et moi, voyons les commentaires au fur et à mesure de leur arrivée sur le chat du site Facebook. Alors, le premier de ces dessins, c'est presque il nous faudrait une image avec un cahier Moleskine, mais on va l'envoyer. Je le mets d'abord en grand écran, pour cacher les vilaineries de la visionneuse, et puis ensuite on vous retrouvera en vignette. Oui, voilà. Bon, donc ça ça illustre le premier chapitre du livre. Donc on l'a intitulé ce dessin Une chasse aux papillons. Et alors je peux d'abord évoquer ce qu'il y a derrière en fait ce dessin, la technologie qu'il y a derrière. C'est vraiment pour moi peut-être la toute première technologie que j'ai découvert quand j'ai démarré ma thèse il y a presque 20 ans maintenant. Alors je reste un jeune chercheur dans ma tête, mais ma thèse remonte quand même à peu près un petit peu plus de 20 ans. Donc quand j'ai démarré ma thèse sur la réalité virtuelle, ma directrice de thèse m'a emmené, Sabine Coquillard, m'a emmené en 1999. Elle m'a proposé de partir en expédition scientifique. Alors j'étais vraiment content, c'était la première fois que je partais avec elle. Et en fait, en guise d'expédition scientifique, c'était la visite d'un laboratoire à l'étranger. Donc moi, j'étais vraiment super content. On est parti en Allemagne avec elle pour visiter le laboratoire de Martin Goebel à Bonn. C'était à l'époque ce qui se faisait de mieux en réalité virtuelle en Europe. Et du coup, c'était une bonne entrée en matière pour moi. J'allais pouvoir tester plein de démonstrations des toutes dernières technologies de réalité virtuelle. Et en particulier, en arrivant dans ce laboratoire, une des démonstrations dans laquelle je suis rentré, c'était la démonstration d'un système cave, en anglais, donc grotte. En fait, c'est un système composé d'écrans. Alors, si vous m'affichez, je peux essayer de mimer un petit peu la composition du lieu, mais ce sont des écrans, des grands écrans qui vont composer les faces d'un cube dans lesquels on rentre. Donc, ça va être des faces. Donc on rentre dans un espace cubique, debout, et le mur de droite, le mur de gauche, le plafond parfois, le mur du fond et le sol sont des écrans stéréoscopiques. Donc, on rentre dans ce cube et on est avec des lunettes stéréo comme au cinéma 3D. On va voir en relief, mais tout autour de nous. Donc, on est plongé au cœur d'une scène virtuelle. Et en plus, dans ces systèmes de réalité virtuelle, une des composantes essentielles, c'est de pouvoir suivre les mouvements de la tête pour recalculer en temps réel les images et avoir cet effet holographique, l'impression que les objets sont en 3D devant vous. Ce qui est différent du cinéma 3D, où là, vous déplacez la tête, les images restent statiques, on n'a pas d'effet de parallaxe. Et à l'époque, je rentre dans ce cube et les décors étaient assez sommaires. C'était 1999, donc les capacités de calcul étaient assez limitées. Et la scène est assez pauvre graphiquement. C'est une scène champêtre avec des arbres, dans mon souvenir, une pelouse. Et je vois au fond un petit nuage, une nuée qui se rapproche. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte que ce sont des papillons qui volent en l'air et qui se rapprochent de moi, qui finissent par m'entourer, volter autour de moi. Je tends la main, j'essaye de les attraper. C'est un réflexe assez naturel qu'on a au cinéma 3D aussi, quand on voit les objets qui jaillissent de l'écran. Et je reste au bout d'un moment, je suis complètement fasciné par ces créatures artificielles. Je passe un certain temps à les contempler. Je suis vraiment émerveillé par ces bestioles qui pourtant sont assez simples. C'est
l'animation était extrêmement pauvre à l'époque, le rendu graphique aussi, mais il se passe vraiment quelque chose. Et à tel point qu'à un moment, on me fait signe de sortir parce qu'il faut laisser les autres essayer. Puis voilà, il y a d'autres démonstrations. Moi, je pense que je suis resté 1 minute dans le cave. Et en fait, j'ai dû passer 5 minutes ou 10 minutes à contempler passivement ces papillons. Et c'est une expérience qui m'a vraiment marqué, profondément marqué, et qui vraiment a scellé mon destin de chercheur dans ce domaine, parce que j'ai vraiment compris qu'il se passait quelque chose. Que ces technologies-là, elles permettaient une immersion qui n'a pas d'autre égal. Et j'en ai gardé vraiment un sentiment très affectif par rapport à ces créatures, ces papillons. Et je me suis dit que bon, j'allais raconter cette expérience au début, et j'allais aussi chasser des papillons réels à dessiner. Alors c'est très dur de dessiner des papillons qui volent, donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit que j'allais essayer de trouver des plaques d'entomologistes dans un musée pour essayer de dessiner ça. Et donc j'ai pris mon petit carnet Moleskine. Alors là, je peux vous le montrer, effectivement, là, voilà, ce genre de carnet-là, avec lesquels je dessine depuis pas mal de temps maintenant. Et je suis allé à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, qui est un lieu vraiment magique. Alors, pour la petite histoire, en plus, là, sur l'image, on voit vraiment tout le carnet Moleskine, mais ça a été un petit peu retouché dans le livre, et on a enlevé le ruban et puis le cadre du carnet, et on a juste gardé le dessin qu'on a un petit peu retouché. Mais du coup, dans cette grande galerie de l'évolution, qui est vraiment un lieu magique, je vous invite à aller, si vous le connaissez pas, il y a une grande parade des animaux, c'est un endroit vraiment magnifique. À cet endroit-là, il y a aussi des plaques avec des insectes, et donc j'ai dessiné ces papillons de la grande galerie. Et pour la petite histoire, j'étais avec mon petit garçon que j'emmenais pour la première fois là-bas, et il fallait que je fasse vite, parce que lui, il avait vraiment envie d'aller voir les autres animaux, ça n'intéressait pas du tout les papillons morts punaisés sur les murs. Et il fallait que je me dépêche pour aller voir l'hippopotame et puis les lions à côté avec lui. Donc j'ai fait ça assez vite, mais j'étais très content du résultat. Et puis c'est celui-là que j'ai gardé pour le livre. Je m'étais gardé un post-it qui disait ne pas oublier de parler de l'effet papillon pour le jeune chercheur Anatole Lécuyer. Ah ouais, c'est une bonne remarque. Oui, c'est ça. Si vous voulez, on peut passer. Alors, moi, j'ai eu une question qui est arrivée là tout à l'heure sur Twitter. Vous avez parlé d'effet parallaxe. Je suppose qu'on va l'évoquer à plusieurs reprises. Pas forcément, mais le parallaxe, c'est un indice de profondeur. C'est-à-dire que lorsque vous déplacez votre tête de gauche à droite, vous avez les objets qui sont devant vous qui vont se déplacer plus rapidement que les objets qui sont derrière vous. Et c'est un indice de profondeur. C'est ce qui contribue à donner cette impression que les objets sont jaillissants et qui sont près de vous. Et dans certaines applications de réalité virtuelle, malheureusement, notamment vidéo 360, des fois on n'a pas cet effet de parallaxe, et ça peut casser un petit peu l'immersion. Ouais. Voilà. Donc c'est un indice. Et qui donne qui est un élément de la perspective en fait visuelle. Un élément, voilà, de la perception de la profondeur et des distances en réalité virtuelle. Il y en a d'autres. Il y a effectivement la perspective, les ombres, les occlusions, qui sont autant d'indices pour bien percevoir les profondeurs et les distances dans une scène en réel. Et il faut effectivement essayer de reproduire toutes ces propriétés dans une image de synthèse pour que l'illusion soit la plus parfaite possible. D'accord. Alors c'est une autre question qui est arrivée par le canal Twitter du festival. À chaque fois qu'on parle d'une image, d'une reconstitution d'image, et vous avez évoqué tout à l'heure, je suppose que c'est pour ça que la question est arrivée, la puissance de calcul nécessaire pour développer ces images. Une image relativement simple aujourd'hui, accessible avec un casque de réalité virtuelle, c'est combien je ne sais pas, de mégas, de gigas, de puissance de calcul nécessaire? C'est une bonne question. Alors, malheureusement, je ne saurais pas répondre à cette question. Et, ce n'est pas une bonne question. Non, c'est une très bonne question, mais ça sort un peu de mon domaine de compétences. Et donc là, il faut savoir aussi dire quand on ne sait pas répondre. C'est ce que j'apprends à tous mes étudiants, surtout en pleine soutenance de thèse. Quand on pose une question, il n'y a rien de pire que de donner une réponse approximative pour ensuite se faire taper sur les doigts, notamment sur Twitter, pourquoi pas ensuite. Donc là, ça dépend vraiment de la complexité de la scène, de la complexité graphique, du nombre d'écrans. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, donc c'est difficile de répondre à ça. Si c'est un visiocasque, si c'est un système multi-écran. Donc c'est assez difficile de répondre à ça. Et puis je suis pas expert dans le rendu graphique. Voilà, moi, on va en parler juste après. Je suis plutôt expert du rendu haptique. Bon. Donc voilà, c'est subtil, mais c'est effectivement assez différent, vous allez voir. Ok, alors on va donc passer à un deuxième dessin. Hop, je
dans la répétition, ce qu'il fallait, c'était que je ne me trompe pas dans l'ordre. Alors, on était au Muséum d'Histoire Naturelle, qui a d'ailleurs actuellement, alors il n'a pas réouvert évidemment, mais un labo d'expérimentation. Hop, là voilà. Un labo d'expérimentation de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous y êtes retourné, y compris avec celui qui vous a accompagné naguère pour ce premier dessin. C'était assez intéressant. Oui, non, j'y suis pas allé, j'ai pas pu tester l'application de réalité virtuelle effectivement qu'il y a au Muséum d'Histoire Naturelle. Il y avait beaucoup de queues et j'étais avec un garçon impatient, donc j'ai pas pu malheureusement accéder à cette attraction qui avait l'air effectivement très bien. Ouais. Alors on reparlera d'ailleurs de ce que nous proposons nous en bibliothèque, mais d'abord pensons dans un autre lieu magique, la Chapelle Sixtine. Vous l'avez là en petit écran, je vais le mettre en plus grand. Hop, avec des moyens assez rudimentaires. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, alors ça c'est le dessin qui effectivement ouvre le chapitre 2, enfin le deuxième volet du livre. Et alors si j'évoque en fait les technologies qui sont derrière ce dessin que j'ai appelé Virtual Sixtine, qui est effectivement un hommage à la Chapelle Sixtine, et j'y reviendrai juste après, en fait ce sont ces fameuses technologies haptiques. Donc on parle d'haptique pour qualifier le sens du toucher, pas seulement en réalité virtuelle, mais sous l'aspect technologique, l'haptique, ce sont toutes ces technologies qui essayent de vous donner des sensations tactiles, l'impression de toucher des objets qui n'existent pas, de toucher la matière virtuelle, de la rendre tangible. Donc ça peut être des interfaces assez compliquées, hein, comme des gants exosquelettes. Ça peut peut-être vous évoquer des choses que vous avez déjà vues dans certains films de science-fiction. Ça peut être l'armure d'Iron Man qui va décupler les forces d'Iron Man, par exemple, mais qui peut aussi être utilisée dans notre contexte de réalité virtuelle pour simuler des mouvements. Donc l'haptique, ce sont ces technologies qui datent d'il y a à peu près une quarantaine d'années, hein, quand même, 40-50 ans, qui ont été développées notamment pour la téléopération, quand on envoie un robot sur Mars ou sous l'eau, et qu'on a un joystick pour piloter le robot, on a envie de ressentir physiquement, lorsqu'on est le téléopérateur, on veut sentir ce que fait le robot. Et donc pour ressentir ce que fait le robot, s'il rentre en contact avec un rocher, pourquoi pas un extraterrestre, mais en l'occurrence ça ne s'est jamais produit, c'est plutôt des rochers. Donc si on va toucher un rocher, eh bien l'opérateur peut avoir un moteur dans le joystick qui va exercer une force dans sa main et ressentir ce que ressent le robot à distance. C'est aussi utilisé dans les jeux vidéo avec des joysticks à retour d'effort. C'est utilisé dans votre voiture avec les pédales et le volant qui, peut-être sans que vous le sachiez, sont aussi équipés de systèmes pour modifier la résistance du volant ou des pédales. Donc ces technologies-là, elles se sont considérablement développées en réalité virtuelle en complément de la vision, puisque ces dernières années, on a assisté à l'apparition des visiocasques grand public. Donc ça, c'était la grande révolution commerciale de la réalité virtuelle, puisque depuis 5 ans, on peut acheter un visiocasque dans un magasin d'électronique ou d'électroménager même. On trouve ça pratiquement dans toutes les villes de France sans difficulté, où on peut les commander. Mais quand on vit cette expérience de réalité virtuelle, qui est assez fascinante, hein, qui est assez impressionnante, souvent on se rend compte qu'il manque des choses, il manque des sens, il manque des sensations, et notamment les sensations du toucher. Et c'est une des premières sensations qu'on a envie d'éprouver en réalité virtuelle lorsqu'on est un petit peu... quand on commence à expérimenter ces systèmes-là, on a envie de toucher les objets, comme je le disais tout à l'heure, dans le cinéma 3D, on a envie d'attraper les objets qui volent devant nous. Et donc il y a tout un enjeu aujourd'hui, à la fois technologique et commercial aussi, hein, pour tous les acteurs de cette industrie-là, pour augmenter ces systèmes de visiocasque avec des interfaces haptiques, donc des interfaces qui vont stimuler le sens du toucher de différentes manières. Et il y a une vraie bataille scientifique et commerciale autour de ces technologies-là, dans laquelle on prend part activement, nous. Hein. C'est vraiment une question qui, moi, me passionne. C'était la question de ma thèse, en fait. Hein. J'avais commencé une thèse sur ce sujet-là. Et donc, j'ai continué pendant 20 ans à travailler, à explorer ces technologies. Et c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, c'est ce que je dis dans le livre. Le toucher, c'est un peu mon sens préféré. Puis c'est ma Madeleine de Proust, parce que c'était ma thèse. Donc, j'ai tendance à y revenir assez systématiquement. Alors, pour revenir à ce dessin maintenant, et donc là j'avais cette image en tête depuis assez longtemps et j'avais plutôt fait dans mes transparents, dans mes cours, des montages à partir du vrai tableau de Michel-Ange.
Et puis je me suis dit, je vais faire un dessin qui s'en inspire, avec qui va reproduire un petit peu cette portion du tableau que j'avais en tête, puisque là c'est le moment où, c'est la partie du tableau où le doigt d'Adam va toucher, s'apprête à toucher le doigt de Dieu. Et là, on se demande ce qui va se passer, parce que si on touche Dieu, ça fait des étincelles probablement. Mais ce qui est amusant, c'est si on met un casque de réalité virtuelle sur la tête d'Adam à ce moment-là, et qu'on ajoute des effets visuels sans doute un peu différents, qu'est-ce que Adam pourrait voir à ce moment-là ? Et de quelle manière la sensation tactile qu'il va avoir va modifier sa perception du monde virtuel ? Et à l'inverse, est-ce que la vision qu'il va avoir, si on affiche autre chose que Dieu, est-ce qu'il va ressentir Dieu un peu différemment ? Voilà le casse-tête un petit peu tordu de ce dessin. Et pour la petite histoire aussi, cette fois-ci, j'ai dessiné ça. Alors là, cette fois-ci, j'allais à une exposition avec ma femme à Paris. Vous allez croire que je fais plein d'expositions et plein de galeries, mais c'était à peu près à la même séquence et au même moment. Là, je suis allé à l'école des Beaux-Arts à Paris. Il y avait une expo sur Léonard de Vinci, les dessins de Léonard de Vinci. Je me disais, tiens, peut-être je peux trouver des choses pour mon livre. Mais il y avait beaucoup de queues. C'était une exposition extrêmement avec beaucoup de succès. Et en attendant, je suis allé explorer les environs de l'école des Beaux-Arts. Et il y a un des bâtiments dans l'école des Beaux-Arts, juste à l'entrée à droite, où il y a plein d'œuvres d'art, de tableaux, de sculptures qui sont présentés. Et tout en haut, alors vraiment c'était presque au plafond, il y a un tableau qui est une reproduction de la chapelle Sixtine, exactement ce personnage, exactement ce cadrage-là. Enfin, il manquait la main de Dieu, que j'ai dû rajouter après. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un hasard extraordinaire, je vais dessiner, je vais pouvoir dessiner ce tableau que j'avais en tête. Et donc j'ai dessiné ça, c'est un petit peu du coup pas évident, parce que la perspective est un peu tronquée, parce que j'étais très en bas par rapport au tableau, quoique dans la chapelle Sixtine, on se retrouve aussi un petit peu en bas. Et donc j'ai fait le dessin d'après un tableau. Donc là, c'est plus une nature morte, mais c'est un tableau qui était exposé, une reproduction à l'école des Beaux-Arts. Et pour la petite histoire, là, on a raté l'expo et Léonard de Vinci, parce que j'ai passé 25 minutes à faire ce dessin, et du coup, on n'a pas pu aller voir l'expo. Voilà. Mais j'étais content, parce que j'avais ramené un dessin pour mon livre. En fait, le jeu auquel on s'est livré en lisant votre livre à plusieurs au bureau, c'est qu'en fait, vous fournissez aussi plein de matériaux à jeu de mots. Et après l'effet papillon, un collègue a proposé que finalement, lorsqu'on a un visiocasque, on est sous acide haptique. En référence aux sensations étranges que l'acide lactique, lui, peut produire. La plupart des sensations qui sont déclenchées sont agréables, enfin, elles sont censées probablement déclencher des effets positifs. Néanmoins, il y a quand même des effets parfois un peu vertigineux à ces effets, sans même parler de toucher la main de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui a été d'emblée, dès le départ de vos travaux, y compris avec cette image et du toucher, est-ce que les questions du vertige provoquées par cette perception haptique ont été tout de suite envisagées dans la recherche? Ça rejoint un petit peu les questions que je vois de Mélisse sur les dangers qu'il peut y avoir pour un cerveau et sur nos sens. Et puis aussi une question sur Ready Player One, avec une question peut-être un peu inquiète sur est-ce qu'on va tous finir comme les personnages de Ready Player One. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? D'ailleurs, on peut se poser la question. Et puis aussi des questions aussi sur concrètement comment est-ce qu'on fait pour reconstituer le sens du toucher. Alors je vais peut-être commencer par ça pour démystifier un peu. Concrètement, les interfaces aujourd'hui, elles sont très très simples. C'est-à-dire qu'elles vont pas permettre de stimuler, on est très très loin d'avoir la qualité de restitution de l'expérience sensorielle tactile qu'on a dans la vraie vie. Donc, et on n'y sera jamais sans doute, sans présager, en tout cas pas dans 20, 30, 40 ou 50 ans même. C'est-à-dire qu'on va plutôt se concentrer sur une stimulation pour un type de capteur qu'on a dans le corps, par exemple, les vibrations qui sont captées par les mécanorécepteurs tactiles de la peau, ou alors on va avoir des gants exosquelettes qui vont simuler la saisie de quelque chose, mais qui vous empêcheront pas de traverser un mur, ou qui vous donneront pas le contact et la température d'un objet, par exemple. Donc ce sont des choses très parcellaires, et souvent on fonctionne en fonction des applications qu'on a en tête. Donc on va pas essayer de reproduire la même stimulation lorsqu'on veut faire un simulateur de scalpel de chirurgien, où là on va s'attacher à essayer de simuler l'insertion d'un objet dans un autre, et puis et l'incision de la peau virtuelle, et donc c'est des interfaces à retour d'effort qu'on va utiliser, parfois très très schématisées ensuite,
Ou alors, si on veut explorer une texture d'un objet, où on va essayer de simuler par exemple un retour thermique, ou alors un retour vibrotactile, ou un retour de rugosité ou de texture. Donc d'abord, on est très très loin d'avoir des sensations qui sont aussi riches que celles qu'on a dans la vraie vie. Et on en est donc, on est vraiment très très loin. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à comment est-ce qu'on fait pour simuler ces sensations-là. Et puis derrière, est-ce qu'on va être tous comme dans Ready Player One? Bon, Ready Player One, c'est un film de science-fiction. Déjà, j'espère que la Terre dans laquelle on vivra dans quelques années ne sera pas aussi sinistre que celle du roman ou du film, où les gens sont effectivement ont presque intérêt à aller s'évader dans l'oasis parce que le quotidien est vraiment terrible. Alors j'espère que notre quotidien ne sera quand même pas aussi ravagé. Maintenant, les technologies vont sans doute permettre de faire ça, effectivement, de partager des expériences collectives tous ensemble dans des métaverses, dans des univers virtuels, à voir comment est-ce que aujourd'hui on peut transformer cet essai en quelque chose de positif. Moi, je suis intéressé par les applications positives de la réalité virtuelle et par promouvoir les bons usages de la réalité virtuelle. À côté de ça, il ne faut pas se cacher effectivement des mauvais usages et des risques potentiels de ces technologies, car cette expérience de réalité virtuelle, elle est très puissante. On va y revenir dans le dessin suivant, sans spoiler le dessin d'après. Mais ce qu'on est capable effectivement de faire au cerveau est assez troublant, puisqu'on crée vraiment une illusion sensorielle très puissante. Et il faut être conscient que il faut un petit peu faire attention à ce qu'on produit et à quelle fin on fait ça. Donc effectivement, il faut être vigilant sur les usages de ces technologies parce qu'elles peuvent aller assez loin. Et je pense qu'effectivement, assez tôt quand même, on avait senti ces dangers-là potentiels. Mais ce qui est nouveau depuis ces 5-10 dernières années, c'est la diffusion vers le grand public. Donc jusqu'à il y a 5-10 ans, c'était des usages professionnels. Il y a des usages quotidiens, professionnels dans plein de domaines de la réalité virtuelle, où les risques, au-delà des risques physiologiques qui peuvent exister avec la réalité virtuelle, notamment le cybermalaise, on pourra en reparler si vous voulez, le cyber-sickness, le mal des simulateurs qu'on retrouve en réalité virtuelle, les aspects psychologiques étaient peut-être un petit peu plus contrôlés dans les applications à but professionnel. Et là, par contre, vis-à-vis du grand public, il faut effectivement faire attention. Ces technologies se diffusent massivement et il faut sans doute avoir des études longitudinales sur les effets de la réalité virtuelle et engager une vraie réflexion sur, et des spécifications sur ce que doivent être des applications qui sont, on va dire, avec des effets contrôlés sur les personnes qui les utilisent. J'ajoute, et sans là aussi divulgacher le dessin suivant, que dans cette première phase de vos travaux avec de la réalité virtuelle, vous êtes encore sur la simulation de sensations qui sont celles du corps. Mais il y a une médiation en quelque sorte par ce qu'un doigt peut percevoir, la main qui est posée sur un rocher, alors que dans un second temps, un temps plus récent de vos travaux, là vous êtes sur une simulation qui se passe en quelque sorte de cette première étape et qui interagit directement avec les neurones. C'est bien ça. Là on est vraiment dans quelque chose qui est avec les sensations. Donc là, on prend un peu d'avance sur la suite et sur les interfaces neuronales, peut-être. C'est ça que vous avez en tête. On les garde pour après. On peut les garder pour après. Par contre, quand même, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'envoie pas de courant directement dans le cerveau, par exemple. Quand on utilise des interfaces neuronales, on va utiliser des casques à électrodes, on va y revenir après, qui enregistrent de l'activité électrique et qui sont donc des casques qui sont passifs, ils ne sont pas actifs, on ne va pas envoyer des choses dans le cerveau. Ça peut être le cas dans d'autres contextes. Hein. On peut envoyer des courants électriques à des fins thérapeutiques, en sismographie, dans applications psychiatriques pour soigner la dépression, en TMS, donc la stimulation cette fois-ci magnétique avec des grosses bobines qui envoient des courants bien focalisés dans le cerveau. Là aussi, ça a des fins de recherche ou de thérapie. C'est pas le cas dans nos approches. Hein. Nous, on va plutôt utiliser les interfaces neuronales comme un moyen d'enregistrer l'activité cérébrale à des fins de contrôler quelque chose ou de monitorer l'activité cérébrale d'un patient ou d'un sujet. Mais on ne va pas utiliser les interfaces pour envoyer des stimulations qui vont ensuite recréer des sensations alternatives. Donc c'est une petite nuance que je voulais faire, quand même. Ok. Elle est assez importante, en effet. Oui. Alors du coup, le troisième de ces dessins, celui que vous avez déjà lancé sur les réseaux sociaux cet après-midi. Oui. La voilà. Alors. Oui. Et je l'avais aussi en plus, c'est mon dessin préféré dans le livre.
Alors, pourquoi il est préféré? Pourquoi j'aime beaucoup ce dessin? Parce que je trouve qu'il reflète bien ce qui s'est passé dans cette expérience qu'on a menée, et puis les sensations qu'on peut éprouver en réalité virtuelle, parce que si vous le regardez bien, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il y a il y a un truc qui cloche en fait dans ce dessin, et on le remarque pas tout de suite, et c'est ça que je trouve bien. Donc je sais pas, j'attends de voir dans les commentaires, j'attends de voir si quelqu'un peut me dire ce qui cloche sur ce dessin. Oui, donc quelque chose cloche. Qui va Voilà, trouver? il y a un défaut. Merci pour le commentaire, en tout cas sur le talent de dessinateur, mais j'ai revu ma copie plein de fois hein, quand même, avant d'arriver à ce dessin. Et si vous... Alors, on y reviendra après, mais en tout cas, le thème... Oui, voilà, merci Eric. Ah, merci Eric. Il y a effectivement 6 doigts. Et ce qui est amusant, c'est que alors tout le monde ne le remarque pas tout de suite avec ce dessin, bon, sauf que le titre, je crois, c'est... Ah non, c'est Coup de marteau, le titre. J'ai pas voulu justement donner un titre qui indique un petit peu trop ce qui se passe. Donc, merci Anne et Gérard aussi, vous l'avez vu. Et ça évoque une expérience qu'on a menée en réalité virtuelle sur une main à 6 doigts virtuelle. Et je vais y revenir juste après, parce que pour expliquer un petit peu le type de technologie, cette fois-ci, auquel on s'attaque, c'est la question de l'avatar. L'avatar en réalité virtuelle, c'est ce personnage virtuel que vous allez pouvoir incarner, un petit peu comme dans le film Ready Player One, là, dont on parlait, ou le livre dont on parlait un petit peu avant. Je crois que c'est Gérard qui parlait de ça juste avant. Donc effectivement, quand on met un casque de réalité virtuelle, on est coupé du monde extérieur. C'est comme un masque de ski, donc on a des images qui sont à proximité des yeux, et on tourne la tête, et on est complètement immergé dans une scène virtuelle. Si on baisse les yeux, si on baisse le regard et qu'on regarde son corps, dans certains cas, le corps a disparu. Donc c'est un petit peu curieux, ça. On a l'impression d'être un esprit un peu éthéré, sans consistance. Et donc, dans plein d'applications où il est important d'être représenté, je pense à la formation, à l'éducation, la télécommunication, la visioconférence, on a besoin d'être représenté dans cette application. Et donc, très tôt, on a voulu construire des personnages virtuels qui nous représentent, donc des avatars. Et derrière cette question de l'avatar, il y a plein d'enjeux technologiques, parce que c'est compliqué de reconstruire fidèlement un visage, un corps, un mouvement, une animation, d'avoir des textures qui soient réalistes, d'avoir du photoréalisme dans le rendu. Alors il y a plein de travaux de recherche là, pour essayer d'améliorer les choses aujourd'hui. On a des choses qui avancent bien, hein, mais on est encore très très loin d'avoir quand même une reconstruction qui soit fidèle. Et puis à l'inverse, on peut aussi décider d'avoir un corps qui est très éloigné d'une autre, pour différentes raisons. On est dans un jeu, on est dans un contexte professionnel un peu différent, on veut simuler un contexte de formation, on va vouloir modifier notre apparence. Et on peut aller assez loin, en fait. On peut changer de corps virtuel pour un corps qui est plus jeune, qui est plus âgé, qui est plus musclé, qui est plus mince, qui est plus gros. On peut changer de sexe, et on peut même avoir des corps avec des morphologies assez étonnantes, en fait. Et donc, cette question de l'incarnation virtuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va croire à ce corps virtuel, qu'est-ce qui favorise cette incarnation, quels sont les effets de cette incarnation virtuelle, parfois temporaire, parfois un peu prolongée. Donc, dans Ready Player One, on est dans des personnages qui sont parfois très éloignés de leur utilisateur. Il y a un des personnages, c'est une jeune femme un peu geek qui se retrouve dans le corps d'un énorme barbare ou un type très très costaud, donc il change de sexe et de corpulence, et à tel point que les gens ne connaissent pas l'identité réelle, donc on ne peut pas savoir qui est derrière cet avatar-là, donc dans Ready Player One. Donc il y a plein de projections qui peuvent être faites. En tout cas, qu'est-ce qui fait qu'on va s'approprier ce corps, et quels sont les effets? Donc, est-ce qu'on va modifier son comportement? Est-ce que ensuite, quand on retire le casque, avoir vécu cette expérience dans un autre corps que le nôtre, qu'est-ce que ça change quand on revient dans le réel sur la perception de son propre corps et de son identité? Donc toutes ces questions psychologiques sont extrêmement intéressantes en ce moment. C'est un sujet très chaud dans la communauté. Il y a beaucoup de papiers. Nous, on adore ce sujet. On travaille beaucoup là-dessus. On a plusieurs thèses sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un projet qui est à la limite qui est à la frontière, à la convergence de perception, psychologie et technologie. Et on observe des résultats vraiment étonnants. Alors, dans le cas de ce dessin,
ça évoque une expérience qu'on a menée dans notre laboratoire où on a voulu aller très très loin dans l'appropriation d'un corps virtuel et on a voulu tester si on était en mesure de s'approprier un corps qui était anatomiquement, morphologiquement très éloigné d'une autre, puisque là, en l'occurrence, il possède un doigt en plus. Donc, comment on a fait? On a développé un joli modèle de main 3D avec un 6e doigt qui vient se greffer entre le petit doigt et l'annulaire. Donc, vous avez un 6e doigt. Quand vous mettez le casque de réalité virtuelle, vous regardez votre main. En lieu et place de votre main réelle, apparaît cette main virtuelle, très réaliste, bien animée, avec ce 6e doigt. Et ce qui est amusant, c'est que c'est ce qui se passe avec ce dessin, les gens ne réalisent pas tout de suite qu'il y a un truc bizarre, et qu'il y a ce 6e doigt. Et le titre de l'article scientifique qu'on a publié, qui marche très bien d'ailleurs, c'est un article qui a inspiré pas mal de travaux ensuite, le titre du papier, c'est « Wow, I have 6 fingers ». Wow, j'ai 6 doigts, qui est souvent la réaction émerveillée des gens quand ils réalisaient que leur main s'était transformée en réalité virtuelle. Et donc ensuite, on a toute une procédure de conditionnement, c'est ça qui est assez amusant dans ce papier, pour que vous ressentiez ce 6e doigt. C'est-à-dire que vous le ressentiez physiquement. Je ne rentre pas dans tous les détails, vous pouvez voir dans le livre si vous voulez, mais avec un pinceau qui vient caresser la main, etc. Et au bout de quelques minutes, vous allez ressentir ce 6e doigt en réalité virtuelle. C'est assez troublant. On va jouer sur des artifices visuels et tactiles. Et vous allez finir par vraiment ressentir ce 6e doigt, à tel point que quand on vous demande de bouger ce doigt, c'est ça la question qui était posée aux gens, ils vont faire un effort, ils vont essayer de soulever un doigt, qui se trouve être l'annulaire souvent, comme s'ils avaient vraiment intégré qu'il y avait un doigt en plus dans cette partie de la main. Donc ce que montre ce papier, c'est que ça peut aller assez loin, effectivement, cette expérience d'incarnation virtuelle et de réalité virtuelle, puisqu'on va finir par vraiment s'approprier un corps qui peut être très différent d'une autre. Et lorsqu'on retire ce 6e doigt, en réalité virtuelle, ce qui est magique, c'est qu'on appuie sur un bouton et on peut transformer son corps comme on le souhaite. On peut maigrir, mincir, ou là, en l'occurrence, on peut revenir à une main à 5 doigts. Quand on revenait à une main à 5 doigts, virtuelle, les gens avaient un sentiment d'amputation. Ils avaient l'impression qu'on leur avait retiré quelque chose, qu'on avait retiré un doigt, alors qu'on était simplement revenu à une main normale, la main qu'ils possèdent. Donc ça montre que ça peut aller assez loin, effectivement. Donc voilà l'expérience qui est décrite par ce dessin de la main à 6 doigts, et qui est illustrée par cette main qui tient un marteau. Alors pour la petite histoire, c'est ma main. Voilà. C'est ma main et c'est un marteau que j'ai dans les combles de chez moi là et qui me sert à bricoler. Et donc j'ai dessiné ma main avec ce marteau. Et avec plusieurs essais, j'ai obtenu ce 6e doigt anatomiquement pas trop mal fichu et j'ai gardé ce dessin. Et très difficile de représenter une main à 6 doigts ou à 5 doigts de toute façon. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas tout à fait la question qui est posée sur le chat, mais est-ce que ces impressions, de 6e doigt par exemple, relèvent des mêmes phénomènes que celles que peuvent provoquer des moments d'hypnose, par exemple? Ah, mais alors c'est une bonne question. Dans la perception du même genre? Alors, je ne connais pas bien les états hypnotiques. Je n'ai pas du tout travaillé sur cette question-là, donc je vais avoir du mal à vous répondre. Et puis, je vois aussi d'autres questions sur est-ce qu'il y a une différence psychologique entre un avatar choisi et un avatar imposé. Je n'ai pas en tête d'études là-dessus. Est-ce qu'on va mieux s'approprier un corps dans lequel on se retrouve un peu malgré nous, ou est-ce que le fait d'avoir choisi son avatar améliore l'incarnation? C'est une bonne question. Ce qui se passe, c'est que souvent dans les applications expérimentales qu'on fait, on projette les gens dans des corps qu'ils n'ont pas choisis et qu'ils découvrent. Et souvent, le sentiment d'incarnation, alors il y a des paramètres qui font que ça marche plus ou moins bien. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de retard. C'est-à-dire que si vous avez un affichage qui lag un petit peu, alors ça va pas du tout marcher. Mais quand même avec un corps assez éloigné qu'on n'a pas choisi, ce sentiment d'incarnation, il peut être assez puissant. Il est révélé, ce sentiment d'incarnation, par l'apparition d'un danger virtuel. Ça, c'est assez amusant. C'est-à-dire que si vous avez un danger virtuel qui arrive près de votre main, une allumette, par exemple, une allumette virtuelle qui s'approche, ou un couteau virtuel qui s'approche, ça, c'est un bon révélateur, l'apparition d'un danger, du fait que ça a marché ou pas. Ça marche lorsque vous avez une action réflexe qui consiste à enlever la main.
alors que pourtant, il n'y a aucun danger, vous êtes en réalité virtuelle, l'allumette ne va pas vous brûler, vous allez avoir aucun effet. Mais si la personne retire la main, c'est que quelque part, elle s'est complètement approprié ce corps dans cet univers et elle va avoir peur de ce danger-là. Et typiquement, si on rajoute un retard, s'il y a beaucoup de lag, les gens ne retirent plus leurs mains. C'est-à-dire que l'incarnation virtuelle, le processus d'appropriation de ce corps virtuel a été inopérant. Donc voilà une manière de mesurer et de vérifier que cette incarnation virtuelle s'est bien produite. Et on l'observe effectivement sur des corps qui sont imposés. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est que derrière, il y a beaucoup d'études. Le chapitre 5, dans mon livre, c'est celui que je préfère là, sur l'avatar. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études extrêmement étonnantes sur l'utilisation de ces avatars, avec notamment un effet qui s'appelle l'effet Proteus ou Proté en anglais, une divinité la divinité de l'eau qui pouvait changer de forme. Et l'effet qui est observé, c'est que dans les univers virtuels, l'incarnation dans cet avatar va faire que vous, dans certains cas, pas systématiquement, mais quand même, on retrouve cet effet assez souvent, vous allez finir par vous comporter dans le monde virtuel selon les attendus de votre apparence. Donc, un exemple, c'est si vous êtes très grand, eh bien, vous allez aller plus vous imposer dans une négociation, par exemple. Et si vous êtes plus petit, plus chétif, alors vous allez rester un petit peu en retrait dans un monde virtuel où il y a un petit peu d'enjeu de négociation. C'est un résultat assez connu de l'université de Stanford. Et ensuite, cet effet sur le comportement de son apparence virtuelle a été retrouvé dans pas mal d'autres contextes. Voilà. Une question sur le syndrome du membre fantôme en médecine. Oui. Lorsqu'effectivement un membre, pour le coup, réellement est amputé, il y a cette impression que ce membre est toujours là. Oui, ça va assez loin, effectivement. Ça, on n'a pas vérifié. J'espère que ce n'est pas le cas, que les sujets de nos expériences avaient ensuite quelque part une douleur liée à la disparition de ce doigt, mais c'est une bonne remarque, il faudrait peut-être être un peu plus vigilant. J'ai en tête effectivement en tout cas une remarque d'un collègue qui, à Barcelone, qui avait fait notre expérience, je l'ai revu quelques années après, quelques mois ou quelques années après, et il m'a dit qu'il arrivait encore à se souvenir de la sensation du 6e doigt. Donc il arrivait encore à la retrouver. Donc ça s'apparente un petit peu à ça, mais on n'est pas quand même dans ces... donc on n'a pas après le recul suffisant pour estimer dans quelle mesure on est exactement dans le même phénomène, bien sûr. Mais ce qui suggère que la sensation laisse une trace dans la mémoire. Y compris une sensation dont on a conscience qu'elle est virtuelle, notre corps l'aperçoit et notre cerveau l'enregistre. Ou quelque part, en tout cas, il y a une mémorisation de cette sensation, même virtuelle. Alors, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Après, on n'a pas fait de test plus en amont par rapport à cette question-là, mais c'est ce qu'il avait l'air de dire. Alors lui, il est un petit peu particulier parce que c'est vraiment un des experts du domaine, c'est un des grands noms du domaine, c'est un type qui fait des travaux absolument extraordinaires, il s'appelle Mel Slater à Barcelone, et je pense qu'il est, on dit dans notre jargon, il est un peu biaisé. C'est-à-dire qu'il doit avoir une perception quand même qui est un petit peu biaisée par toutes ces années d'exposition à la réalité virtuelle. Donc il y aurait des effets sur le chercheur lui-même alors. Alors, on pourrait passer à la diapo suivante. Et the winner is... Le voilà. Oui. Est-ce qu'il est en plein écran, comme tout à l'heure? Voilà, une image que... Ouais. Alors, il n'y a pas besoin de une bizarrerie, hein. On est bien d'accord. Pardon, j'ai pas entendu. On va chercher de bizarrerie comme cette main à 6 doigts. Non, non, là c'est c'est une petite mosaïque qui est collée sur un bâtiment et vous en avez peut-être déjà vu des similaires. Je vais y revenir juste après. Oh, je peux quand même dire que c'est un artiste français qui s'appelle Franck Slama, je crois, mais son nom d'artiste c'est Invader, qui j'aime bien son travail. Il va coller des petites mosaïques comme ça avec des personnages inspirés de jeux vidéo ou de l'univers un petit peu pixelisé de nos écrans. Il va coller ces mosaïques un petit peu partout dans le monde entier, dans différentes villes, et vous pouvez aller voir sur internet si votre ville a été envahie par ces personnages tirés du jeu Space Invader, les envahisseurs de l'espace, à l'iconographie vraiment ressemblable qu'on peut reconnaître lorsqu'on connaît ce vieux jeu informatique japonais de Space Invader. Donc c'est par exemple à Rennes, dans ma ville,
Il y a comme ça 3 endroits dans la ville que j'ai repérés où il y a ces petites mosaïques et j'aime bien passer devant. On les repère pas tout de suite. À Paris, il y en a beaucoup aussi. Donc j'y reviendrai juste après. Parce que du coup, je vais aborder une technologie complètement différente cette fois-ci. Donc on part de la réalité virtuelle, on s'éloigne un petit peu de la réalité virtuelle pour arriver dans le domaine des interfaces neuronales. Donc ce sont des technologies très très différentes. Donc cette fois-ci, l'objectif n'est pas de vous immerger dans une autre réalité, mais plutôt de vous permettre de contrôler un objet, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être une scène de réalité virtuelle d'ailleurs, mais de contrôler un objet, un robot, directement à partir de votre cerveau, et donc sans bouger. C'est un peu l'inverse de la réalité virtuelle, on est très mobile, il faut se déplacer pour apprécier la réalité virtuelle d'ailleurs. Donc ces technologies d'interface neuronale ou d'interaction cerveau-machine sont apparues dans les années 70 aux États-Unis, hein, c'est pas tout jeune, mais en France, elles n'ont pas du tout été explorées jusqu'aux années 2000. Et nous sommes, nous, à Rennes, on a été la première équipe, je crois, en France, quasiment, avec la Salpêtrière, à travailler sur ces technologies-là. On a démarré en 2003-2004, donc ça remonte à 15-16 ans. Et on s'est lancé sur ce projet un petit peu bille en tête. On partait vraiment from scratch, comme on dit, de rien. Et on a voulu développer nos propres systèmes, nos propres technologies d'interface cerveau-machine françaises. Et on a vraiment réussi notre coup, hein, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment reconnu dans le monde sur cette thématique-là. Et la France a développé une belle activité scientifique au-delà de notre laboratoire avec d'autres équipes un peu partout en France. Et aujourd'hui, on a vraiment, je dirais, bien comblé notre retard et on a des belles cartes à jouer. Et alors là, dans ce dessin, ce que j'évoque, c'est un projet qu'on a eu entre 2009 et 2013 en France. On a testé le potentiel de ces technologies pour un domaine d'application qui est celui des jeux vidéo. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Un petit, à 14-15 ans, je pouvais être fasciné surtout par le graphisme en fait, des jeux vidéo. Je reviens toujours au graphisme, hein, mais voilà, j'étais fasciné par les pixels qui clignotaient à l'écran. Et je pouvais rester hypnotisé par ces graphismes que je trouvais magnifiques de jeux vidéo. D'ailleurs, j'étais plutôt un contemplatif qu'un actif, hein. Je pouvais aller voir les autres jouer, ça me plaisait à peu près autant, voire plus même. Et j'ai eu envie aussi de participer à cette évolution technologique des jeux vidéo qui est assez prodigieuse, hein, les progrès qui ont été faits dans ce domaine, et qui tire aussi, toute une industrie qui tire la recherche aussi, en réalité virtuelle, du jeu vidéo. Pas que, hein, mais en partie. Et donc, on a eu envie de s'aventurer sur ce terrain des jeux vidéo. Alors, on n'est pas parti tout seul, on est parti avec Ubisoft ou avec d'autres sociétés très connues, hein, du domaine. Et on a testé le potentiel de ces technologies d'interface neuronale pour ce qui pourrait être les jeux du futur, pilotés par le cerveau. Et on s'est bien amusé dans ce projet. On a eu 4 ans de plaisir scientifique à développer des prototypes de jeux pilotés sans les mains et pilotés uniquement avec son cerveau. Alors comment ça fonctionne? On a un casque à électrodes sur la tête, les mêmes que ceux qu'on trouve à l'hôpital, hein, sont des casques EEG, électroencéphalographiques. Alors depuis, il y a des casques grand public qui sont sortis. On va trouver des casques à électrodes grand public, moins chers que les casques médicaux et certifiés médicaux. Mais nous, on utilise plutôt les casques certifiés médicaux dans nos applications. Et donc, on a un casque à électrodes qui enregistre l'activité électrique du cerveau. Et on va essayer de trouver en temps réel dans l'activité électrique du cerveau des patterns, des motifs d'activité qu'on va ensuite détecter comme étant des commandes mentales pour aller ensuite piloter un jeu vidéo ou un robot ou une autre application. Et dans ce contexte-là, on a par exemple développé un jeu un peu comme Space Invader où on déplace un petit vaisseau et on tire sur des vaisseaux ennemis en contrôlant le vaisseau avec 3 commandes mentales, aller à gauche, aller à droite et tirer, qui correspondent en fait à l'activation du cortex visuel. Il faut se concentrer sur la zone du vaisseau qu'on veut activer. Et je ne rentre pas trop dans les détails, mais par contre, c'est détaillé de manière très très simple dans le livre si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, dans ce dessin, on retrouve ce personnage de Space Invader et cette évocation du monde du jeu vidéo qui nous a inspiré pour ce projet-là. Et le détail amusant de cette photo, c'est qu'en fait, le bâtiment en question, le bâtiment sur lequel est collée cette mosaïque, c'est mon école primaire. Donc c'est l'école Foyatier à Paris. J'ai fait j'ai passé mon enfance à Paris avant d'être recruté ensuite en Bretagne. Et donc c'est mon école primaire, c'est place Suzanne Valadon à Montmartre, en bas du Sacré-Cœur, à côté du funiculaire. C'est là où j'ai vécu des jours heureux dans cette école.
et il se trouve que Invader a envahi mon école. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était prémonitoire quelque part ensuite de mon envie précoce là, mais qui s'est ensuite affirmée d'aller travailler dans le monde du jeu vidéo sur des envahisseurs de l'espace. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions suscitées par Invader et les interfaces neuronales. Je voudrais en poser une d'abord, c'est le privilège de celui qui est aux commandes. Est-ce que vous pourriez décrire en termes simples, je suppose que vous pourriez faire un dessin si jamais on en avait la possibilité, mais en termes simples, ce que signifie, ce que capte une électrode, ou ce qu'elle déclenche ou ce qu'elle capte lorsque le sujet se concentre sur le vaisseau à déplacer, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un signal électrique? C'est un signal électrique, effectivement. Donc, ce que capte un système EEG, c'est l'activité électrique émise par des populations de neurones. Donc, vous avez quand les neurones fonctionnent, donc souvent c'est au niveau d'un casque EEG, on va plutôt capter une activité électrique qui va être produite non pas par un neurone, parce que ça on a très peu de chances de l'observer au niveau d'une électrode de surface, mais par une grande population de neurones, plusieurs dizaines de milliers de neurones. Quand ces neurones s'activent, on va dire, il y a une activité électrique qui va être émise et qui va être captée par ces électrodes. Ensuite, les techniques d'analyse de ces signaux électriques, donc les signaux EEG, si vous voyez ça dans les séries télé parfois, ou à l'hôpital des fois, vous voyez ces évolutions temporelles d'intensité électrique. Donc on est plutôt de l'ordre du microvolt, donc 0,000001 volts, donc c'est des courants très faibles, mais on a des bons amplificateurs dans ces machines-là qui vont permettre de pouvoir afficher ces signaux-là. Donc on peut observer ces signaux et on va essayer de détecter des activités dans ces signaux-là. Donc il y a plusieurs approches. Il y a des approches, par exemple, où on va demander à la personne de produire une activité mentale. Par exemple, imaginer un mouvement des mains ou de la gauche, de la main gauche ou de la main droite. Donc là, on va activer le cortex moteur ici. Et en mettant des électrodes à cet endroit-là, on va voir des changements dans l'activité électrique qui sont révélateurs d'une activité imaginaire de la main gauche ou imaginaire de la main droite. Et en fait, c'est contralatéralisé. Donc si vous imaginez un mouvement de la main droite, ça va plutôt activer à gauche. Si vous imaginez un mouvement de la main gauche, ça va activer votre cortex moteur droit. Là, je m'y perds avec les reflets. Enfin, le miroir inversé. Et donc, en observant ce cortex moteur droit et gauche, on va pouvoir ensuite déclencher des commandes, aller à gauche si j'imagine un mouvement de la main gauche, aller à droite si j'imagine un mouvement de la main droite. Dans le cadre du petit jeu vidéo, c'est une autre approche qu'on a utilisée. Cette fois-ci, on va utiliser des stimulations extérieures. Donc, on ne vous demande pas de produire une activité, mais on va stimuler votre cerveau. Donc, on va avoir des flashs à l'écran et on va avoir une partie du vaisseau, l'aile droite, qui clignote 5 fois par seconde et l'autre partie du vaisseau qui clignote 6 fois par seconde. Donc, on a 6 flashs par seconde, 5 flashs par seconde. Si je regarde un objet qui flash 5 fois par seconde, il se trouve que dans votre cortex visuel, derrière, là, on va retrouver un clignotement à 5 Hz. 5 fois par seconde. Et si vous regardez l'aile droite, qui clignote à 6 Hz, on va retrouver du 6 Hz, un clignotement dans votre activité électrique, dans votre cortex visuel. Donc en analysant ce qui se passe dans votre cortex visuel, est-ce qu'il y a du 5 Hz, est-ce qu'il y a du 6 Hz, on peut décider d'envoyer le vaisseau spatial à droite ou à gauche. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est encore plus clair dans le bouquin, mais parce que j'ai eu le temps pour bien l'écrire. Mais oui, voilà deux exemples. C'est même une des qualités assez fantastiques du livre, c'est que sans avoir approché de très très loin même un laboratoire qui travaillerait sur ces domaines, on a pourtant l'impression d'y être. C'est peut-être un des miracles de l'écriture, de produire des illusions plus puissantes encore qu'un visiocasque. Alors, il y avait des questions que je pense qui se rapprochent directement du dessin de Space Invader. Alors, celle d'Eric qui demande si Stephen Hawking avait lui-même un système très proche de celui que vous avez décrit. Alors non, il n'avait pas un système qui était basé sur l'activité cérébrale, sur l'analyse de l'activité cérébrale. Je me souviens plus quel type de technologie il avait. Il disposait, il en a peut-être eu plusieurs d'ailleurs. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de technologies d'assistance et d'accessibilité pour les personnes malheureusement handicapées qui exploitent
plein de signaux physiologiques ou biologiques avant l'électroencéphalographie, avant les signaux cérébraux. Donc, quand c'est possible, on peut utiliser les mouvements des yeux, on peut utiliser la respiration, on peut utiliser les mouvements résiduels musculaires. Parfois, il vous reste un petit peu d'activité musculaire, et donc il vaut mieux utiliser cette activité-là qui est aujourd'hui plus fiable et plus facile à extraire que l'activité cérébrale qui encore est assez... va être aujourd'hui assez mal détectée. Les performances sont encore inférieures à ce qu'on peut faire avec du gaze tracking, avec un tracking de regard, qu'avec des mouvements résiduels musculaires. Donc c'est vraiment une technologie qui progresse, mais qui reste encore assez loin derrière les technologies d'accessibilité plus traditionnelles. Et donc je pense que Stephen Hawking, j'ai pas regardé, je sais plus quelle interface il avait, peut-être les autres auditeurs peuvent répondre, mais en tout cas c'était certainement pas une activité, une interface de type neuronal. Ah, on vous entend pas, le micro est coupé. Une question très troublante qui rapproche cette technologie de ce que peut éprouver un individu lorsqu'il rêve. Alors, Parce que le rêve lui-même, enfin, c'est une question qui est souvent débattue, en tout cas qui génère beaucoup de littérature. Je ne sais pas si c'est de la littérature scientifique, mais en tout cas, que peut-on capter de l'activité cérébrale d'un rêveur ou d'une rêveuse? alors, Et alors question oui. complémentaire, quel genre ou plutôt, est-ce que le visiocasque ou les expériences, les dispositifs que vous imaginez, finalement, sont pas loin de stimuler le même genre d'activité que celle du rêveur? Alors je dirais, alors pour les interfaces neuronales d'abord. Les interfaces neuronales qui enregistrent l'activité du cerveau, c'est ni plus ni moins, c'est un EEG. Donc c'est un système qui permet d'enregistrer ces signaux électriques. Et ils sont utilisés pour analyser le sommeil abondamment. C'est-à-dire c'est vraiment un outil de mesure pour mesurer la qualité du sommeil, les moments, les différentes phases du sommeil. Alors je suis pas du tout un expert de cette partie-là, mais effectivement on peut du coup analyser le sommeil avec ces EEG, mais c'est pas une interface neuronale pour piloter quelque chose ou contrôler un jeu vidéo, puisque le plus souvent dans ces cas-là on dort. Et donc on n'est pas dans un moment interactif, on va dire. Donc maintenant, est-ce que l'on peut, jusqu'où on peut aller dans l'interprétation des rêves avec ces technologies-là? Il me semble qu'on est très très loin de pouvoir lire dans les rêves, voire même de lire dans les pensées. Ces technologies sont vraiment à un stade aussi embryonnaire. On va pouvoir détecter des phases de sommeil, mais il est très dur de savoir aujourd'hui, me semble-t-il. Alors, je ne suis pas au courant des dernières études, parce que je ne suis pas neuroscientifique ou électrophysiologiste, ou spécialiste de neurophysiologie, de l'activité électrique du cerveau, mais je pense qu'on est encore très très loin de pouvoir décoder les rêves, en tout cas. Si ça répond plus ou moins, j'espère, à la question. Sur la partie, la réalité virtuelle aussi comme un moyen de créer des états un peu paradoxaux, on a fait une étude avec un casque à électrode, effectivement, de la neuroimagerie et de la réalité virtuelle, où on a là aussi créé des situations un peu paradoxales. Donc vous regardez votre corps et puis vous effectuez des mouvements, et puis à un moment, votre corps ne répond plus. Votre corps virtuel se met à faire n'importe quoi. Donc par exemple, vous bougez un doigt et puis c'est un autre doigt qui bouge virtuel. Ou alors votre main commence à bouger toute seule. Et là, on a vu dans le cerveau de nos participants des rythmes cérébraux, des activités cérébrales se manifester, effectivement, par rapport à la situation où tout va bien. Et ce qu'on a observé, ce qui est assez étonnant, c'est un papier qui date de l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui a bien marché, hein, qui est un joli papier. Et ce qui est intéressant, c'est que ces manifestations dans l'activité cérébrale sont les mêmes que celles qu'on observe chez un patient schizophrène qui vit un épisode d'hallucination sensorielle. Donc effectivement, de vivre cette expérience où le corps part en vrille, le corps virtuel se met à vous échapper, pourrait être, c'est une interprétation, pourrait être semblable à ce que vit à vivre une hallucination sensorielle pour un patient schizophrène. Maintenant, il faut pas forcément s'inquiéter, hein, c'est pas forcément grave. Hein, c'est surtout que ce qu'on voit, c'est que notre cerveau détecte qu'il se passe quelque chose qui ne va pas aussi, et qui perd le contrôle de quelque chose. Parce que souvent, ce que décrivent les patients schizophrènes aussi, c'est une perte de contrôle. Ils ont l'impression qu'ils perdent le contrôle de leur mouvement, de leur corps, de leur perception. Et donc, c'est peut-être aussi un marqueur de ça, en fait, dans le cerveau, le sentiment de perte de contrôle.
Donc on peut créer des états paradoxaux, effectivement, avec la réalité virtuelle. Des états de rêve, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Et c'est une question que je voulais vous poser dès le deuxième chapitre en fait de votre livre. Finalement, les seuls sujets sur lesquels des expériences de ce type sont possibles, ce sont les sujets humains. Et en aucun cas, j'imagine, vous ne pouvez travailler avec des sujets animaux, sans même parler de mauvais traitement, bien sûr, mais simplement sur les simulations, parce que le seul à pouvoir restituer d'une manière ou d'une autre l'expérience, non seulement comprendre la consigne, mais restituer ce qu'il a perçu, lui, lorsqu'il était sous illusion haptique, ne peut être qu'un humain. Pour le coup, le seul sujet qui vous intéresse est un sujet humain. Ou est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça limite considérablement le champ de l'expérience si vous passez sur des sujets animaux? Alors, c'est une très bonne question, parce que figurez-vous que... alors, nous, on travaille que sur des sujets humains, hein, on développe des technologies pour des utilisateurs humains, uniquement, effectivement, dans notre laboratoire. Par contre, ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, finalement, c'est qu'il y a une littérature très abondante de réalité virtuelle pour l'animal, qui est utilisée à des fins expérimentales. La réalité virtuelle peut être aussi créée pour l'animal à des fins d'expérimentation sur l'animal. Et on a par exemple, donc il y a beaucoup de travaux là-dessus, si vous regardez la réalité virtuelle animaux, vous allez voir beaucoup de choses assez étonnantes. Donc par exemple, des caves dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de système cubique dans lequel vous rentrez, puis vous pouvez plonger à l'intérieur d'une réalité virtuelle. Il existe des caves pour fourmis. Et la fourmi est équipée d'une petite bague pour l'empêcher d'avancer. Elle est montée sur une petite balle de ping-pong. Donc elle va pouvoir avancer à l'infini sur sa balle de ping-pong. Et autour d'elle, il y a des écrans qui affichent des stimulations visuelles. Et de cette manière-là, on peut regarder, on peut étudier comment voit la fourmi, qu'est-ce qu'elle repère comme amer visuel, comme signe visuel qui lui permet de s'orienter. Et on peut par exemple reproduire le chemin jusqu'à la ruche et se rendre compte que visuellement, la fourmi peut retourner jusqu'à sa ruche en réalité virtuelle. Donc c'est assez étonnant, mais il existe effectivement de la réalité virtuelle pour animaux. Et il y a plein de systèmes qui existent qui sont vraiment extraordinaires et assez sophistiqués technologiquement aussi. D'accord. Il y a des questions. Alors, oui, c'est une question peut-être qu'on peut vous poser. Vous qui êtes un amateur de bande dessinée, vous en parlez souvent, ou de livres de fiction. Cette série qui s'appelle Memories of Alhambra, est-ce que c'est une source d'inspiration d'une manière générale? Est-ce que les chercheurs ou chercheuses en neurosciences qui travaillent sur la réalité virtuelle sont inspirés par des situations de fiction dans leurs expériences, ou c'est même plutôt à l'inverse? Enfin, il y a des allers-retours entre la création et la recherche. Alors je pense que vraiment les chercheurs sont des hommes et des femmes comme les autres, et du coup ils ont un quotidien et ils ont une culture comme les autres qui se nourrit de plein de choses, de rencontres humaines et de rencontres aussi artistiques, quoi, et fictionnelles. Et ça nourrit un imaginaire qui, à un moment ou à un autre, se retrouve dans la production scientifique aussi, comme n'importe qui en fait dans son quotidien. Et alors en réalité virtuelle, c'est vrai que c'est une source assez évidente. Et il y a beaucoup d'illustrations des travaux qui vont évoquer telle ou telle fiction, ou tel film, ou telle référence littéraire ou cinématographique. Donc c'est vrai que c'est une source d'inspiration. Après, on fait pas ça, on fait pas ce métier pour reproduire les fictions qu'on a pu lire, mais ça peut nous influencer effectivement. Et alors dans cette série, alors je connais pas Memories of the Alhambra, donc je pourrais essayer d'aller voir ce que c'est, ça a l'air intéressant. Je lis la question. D'accord, donc c'est vraiment une immersion. Voilà, c'est montrer à l'écran. Voilà, donc c'est un personnage qui se retrouve immergé dans une simulation de réalité virtuelle, mais sans pouvoir en sortir, et puis ça va très loin puisque les sensations qu'il peut avoir dans ce monde virtuel se reproduisent ensuite dans la réalité. Donc ça évoque aussi Matrix, Matrix dans une certaine mesure, où le personnage est très impacté par ce qu'il vit dans le virtuel. Et ben, c'est une belle métaphore effectivement de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire est-ce que
jusqu'où l'expérience de réalité virtuelle vous impacte ensuite dans le réel. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien dire, on ne sait pas complètement répondre à ça. Bon, moi, pour avoir vécu une bonne partie de ma vie avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, je me rends compte que je n'ai pas l'air d'être totalement déviant, et c'est le cas pour tous mes étudiants, j'espère, hein, et toutes les générations d'étudiants un peu à travers le monde, de gens qui travaillent sur cette technologie-là, mais néanmoins, la question est vraiment ouverte. Quel est l'effet de la réalité virtuelle, jusqu'où ça peut aller, quoi. Et quels sont les after effects, les effets secondaires qu'on peut observer ensuite dans le réel. Et il ne faut pas l'occluder, l'oublier. Et je pense que, alors récemment, il y a eu un article qui est sorti pour justement interpeller les gens et la communauté scientifique sur ces questions-là, pour rappeler à vraiment lancer des études sur les effets potentiels de la réalité virtuelle. Donc c'est une question très actuelle. Alors c'est difficile de faire des études où on va mettre la personne en danger. Par exemple, là on parle de danger. Quand on fait des expériences sur l'homme, on n'est pas là pour... il faut absolument... On ne peut pas faire passer un comité éthique où on dit qu'on va faire une expérience qui vise à faire du mal à quelqu'un. Ça paraît, c'était le cas, c'était possible dans les années 70 dans certaines expériences, mais en tout cas aujourd'hui, on a évolué heureusement sur ces questions-là, et on ne peut pas faire d'expérience où potentiellement notre hypothèse c'est que ça va détruire, ou ça va porter intégrité à la personne. Donc on ne peut pas proposer des expériences. C'est pas évident de faire ces expériences-là du coup, sur les effets délétères potentiels de la réalité virtuelle. Donc ce qui peut se passer, ça pourrait être des études a posteriori, c'est-à-dire on pourrait regarder ceux qui ont joué à des jeux vidéo de réalité virtuelle, parce qu'ils sont disponibles dans le commerce aujourd'hui. On pourrait regarder éventuellement sur ces populations de joueurs, de gens qui ont été exposés à ces situations de réalité virtuelle, est-ce qu'il y a des effets qu'on peut retrouver par rapport à une population de contrôle qui n'aurait pas testé ce type d'application. J'ajoute, parce que c'est une question qui nous préoccupe un peu, puisque dans les bibliothèques culturelles, on propose des expériences en réalité virtuelle pour découvrir la foisonnante production éditoriale, artistique qui passe par ce médium. On a également été en contact avec, notamment dans une bibliothèque du réseau, que la bibliothèque Yourcenar, dans le 15e arrondissement, qui est la plus en pointe sur ces techniques et sur ces animations, par la possibilité de faire des apprentissages. Alors, apprentissage par le jeu vidéo par exemple, mais qui prendrait en compte dans le gameplay lui-même de difficultés de type dyslexie, dyspraxie, tout un tas de fonctionnements qui sont singuliers du cerveau, en tout cas qui s'éloignent d'une population plus fréquente, et donc qui sont intégrés au dispositif lui-même. On n'a pas ouvert le casque pour voir comment ça marchait, ni discuté avec les programmeurs qui ont travaillé dessus, mais est-ce que ça fait partie des domaines dans lesquels vous-même vous travaillez, ou certains de vos collègues, c'est-à-dire simuler la perception sensorielle de quelqu'un qui aurait des formes de dyslexie, dyspraxie et autres formes de type dans une animation visuelle? Alors nous, on ne travaille pas directement là-dessus, mais effectivement, il y a des travaux pour utiliser la réalité virtuelle comme un moyen de diagnostic aussi, comme un moyen de rééducation, ou là, comme vous le suggérez, comme un moyen d'adapter parfois certains contenus à un problème à une perception qui serait malheureusement un peu déficiente. Donc pourquoi pas? Effectivement, ça a tout à fait du sens, et ça montre effectivement l'étendue, le spectre très très large des applications de la réalité virtuelle, puisque là, je rebondis sur la question effectivement de Anne sur pourquoi choisir le jeu vidéo pour ses recherches qui peuvent avoir un impact qui vont au-delà de la réalité virtuelle de divertissement, on va dire. Donc je suis tout à fait d'accord, hein. Nous, on a un panel d'activités et d'applications pour nos travaux qui est extrêmement large, extrêmement varié. J'ai cité le jeu vidéo parce que c'était un projet assez emblématique qu'on a eu il y a quelques années. Mais on peut avoir des projets dans le domaine industriel, on peut avoir des projets artistiques, on a des projets dans l'équipe liés à l'archéologie, au patrimoine culturel, on a des projets dans le domaine de la construction, on a beaucoup là, on se développe énormément, ça c'est un axe qu'on a envie de pousser de plus en plus, c'est toutes les applications de la réalité virtuelle dans le domaine médical. Donc là, il y a énormément de choses qui existent, et il y a un potentiel très très fort pour
pour déployer des applications dans des contextes médicaux, et on y croit beaucoup. Donc effectivement, le panel d'applications est très vaste, que ce soit pour la réalité virtuelle ou pour les interfaces neuronales, qui sont peut-être un petit peu plus en retard au niveau, enfin qui sont pas encore peut-être un petit peu moins mûres, qui sont un petit peu moins disponibles aujourd'hui. Mais en tout cas, le panel d'applications, je suis tout à fait d'accord avec vous, est très large et on ne s'interdit pas, on n'a pas une approche exclusivement portée sur un secteur plutôt qu'un autre. On est assez ouvert. Et on va peut-être pousser un petit peu plus, effectivement, en ce moment, les applications médicales qui nous paraissent extrêmement intéressantes et prometteuses, mais ça, c'est un choix personnel, quoi. Et on va y revenir dans le dessin suivant, d'ailleurs. Alors, le dessin suivant, il est là. Je l'envoie et je l'agrandis. Voilà. Et bien, alors, c'est amusant parce que c'est le dernier dessin du livre. C'est pour le dernier chapitre de technologique, on va dire. Après une conclusion, et puis ensuite un petit carnet de dessin aussi, mais plus éloigné du sujet. Et c'est le dessin que j'ai fait en premier. Et j'étais vraiment content d'avoir enfin sorti un dessin, parce que ça y est, la page vierge, le complexe de la page vierge était enfin derrière moi. Je reviendrai sur le dessin un petit peu plus tard pour évoquer la technologie qu'il y a derrière. Donc c'est effectivement, pour aller dans le sens de ce qu'on a dit juste avant et de la question de Anne sur les autres applications. Donc là, c'est en rapport avec les interfaces neuronales. Donc on s'éloigne de la réalité virtuelle pour revenir à ces technologies d'interface cerveau-machine. C'est une ligne de recherche qu'on développe alors très activement en ce moment, mais depuis quand même assez longtemps maintenant. Mais là, aujourd'hui, on a pratiquement 3 thèses sur le sujet. Enfin, c'est un projet qui nous passionne. Comment ces technologies peuvent être utilisées pour rééduquer le cerveau? Comment les interfaces neuronales peuvent-elles servir à des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral ou des patients dépressifs sévères pour réentraîner leur cerveau, rééduquer leur cerveau et, on l'espère, améliorer leurs symptômes et leur vie? Donc c'est la notion de neurofeedback qui est derrière. Donc c'est un principe qui a été observé dès les années 70, que j'explique en détail dans le livre. C'est assez troublant comme phénomène, qui consiste en la chose suivante, c'est-à-dire que si vous avez un retour sur votre activité cérébrale, par exemple sous une forme visuelle, vous avez un retour visuel, une jauge qui monte ou qui descend à l'écran, en fonction d'une certaine activité cérébrale. Donc, par exemple, votre rythme alpha, qui est lié à votre relaxation, par exemple, ou votre concentration. Quand vous êtes très concentré, l'alpha diminue. Quand vous êtes très détendu, le rythme alpha augmente. Eh bien, si on vous affiche une barre à l'écran qui monte et qui descend en fonction de votre rythme alpha, au bout d'un certain temps, vous allez prendre le contrôle de votre rythme alpha. Vous allez reprendre le contrôle de votre activité électrique cérébrale. Vous êtes en mesure de déclencher de l'alpha plus facilement que si je vous dis maintenant, Pascal, augmentez votre alpha. Là, c'est difficile. Mais si vous voyez à l'écran votre rythme alpha, vous avez votre casque à électrode, et puis après plusieurs sessions, vous allez pouvoir apprendre à déclencher de l'alpha. Donc ça s'appelle le neurofeedback. Ça, vous avez un retour sur votre activité neuronale, et ce retour vous permet de reprendre le contrôle de cette activité neuronale. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que pour certaines pathologies, on a comme hypothèse que si on réentraîne ou si on réactive certaines zones cérébrales, alors on peut avoir un impact sur certaines pathologies. On pense aux AVC, où il y a des lésions cérébrales, et donc il y a une certaine plasticité cérébrale qu'on peut essayer de retrouver. On va essayer de rééduquer certaines zones liées à la lésion motrice. On pense à la dépression, mais il y a aussi d'autres pathologies, les déficits attentionnels, notamment chez l'enfant, les acouphènes, les stress post-traumatiques, la douleur. Il y a pas mal de pathologies dont on pense a priori, mais les hypothèses cliniques sont sur la table. Les évaluations cliniques sont complexes à faire. Aujourd'hui, il y a un faisceau de preuves qui a l'air plutôt convaincant sur les déficits attentionnels, par exemple. Et puis sur l'AVC, ça se développe pas mal.
Oui. Est-ce que du coup, je peux vous interrompre juste sur cette Oui. question du déficit attentionnel? Vos hypothèses vont très loin. Vous n'êtes pas simplement dans des dispositifs expérimentaux, puisque, comme vous l'expliquez dans le livre, vous avez conçu quelque chose qui est éventuellement médicalement prescrit, justement pour pallier des déficits attentionnels. Donc, on n'en est plus, en tout cas pour cet exemple précis, Oui. ce n'est plus seulement une conjecture, un travail de laboratoire, étayé Non, non, éventuellement tout à par fait. Ouais. Ouais. scientifique, Non, mais non. quelque chose Alors, qui désormais est pratiqué. aujourd'hui, le neurofeedback, c'est une pratique qui est même vendue sur. Il y a des praticiens qui proposent des séances de neurofeedback. Alors, il faut être assez vigilant. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des charlatans qui vendent des sessions pour à peu près tout et n'importe quoi pour retrouver une activité cérébrale diverse et variée. Donc il faut vraiment se méfier. Je vous invite à être plutôt vigilant et à, à suivre les recommandations par exemple il y a plusieurs sociétés savantes qui se sont récemment fondées pour être un point d'entrée scientifique sur ces technologies-là. Donc on pense à l'association Cortico sur les interfaces cerveau-machine et puis l'association Next sur le neurofeedback. Donc là, ce sont vraiment l'association de psychiatres français qui a créé un portail pour vraiment éduquer et former sur ces technologies-là pour ne pas se retrouver piégé par des charlatans. Donc il faut faire attention. Donc, mais vous avez raison, aujourd'hui, ces technologies, elles sont commercialisées. Il y a des cliniques aux États-Unis qui vendent des sessions de neurofeedback. Donc c'est effectivement disponible, notamment dans un contexte médical où on s'attend effectivement à pouvoir enfiler un casque. Ça s'y prête bien finalement le contexte médical pour ces technologies-là, puisque c'est l'environnement initial de ces casques EEG. Et nous, on essaye de repousser les limites de ce neurofeedback, d'aller maintenant vers des technologies de plus en plus sophistiquées qui permettent d'avoir une résolution de l'activité cérébrale la plus fine possible, des retours sensoriels qui soient les plus expressifs possibles et les plus utilisables possibles. Et dans ce contexte-là, on a inventé une technologie il y a quelques années qu'on a appelée le Mind Mirror, le miroir de l'esprit. C'est aussi un système qui est très original, qui a bien marché technologiquement, puisque on se regarde dans une webcam, comme je suis en train de faire avec Pascal, là, juste maintenant. Là, on se regarde, on se voit dans l'écran, en mode miroir, c'est comme quand on se regarde dans un miroir. Et en lieu et place de ma tête, ici, là, sachant que j'ai un casque à électrode sur la tête qui enregistre l'activité de mon cerveau dans ce système, dans ce dispositif du miroir de l'esprit ou du miroir du cerveau, eh bien, je vais pouvoir afficher en réalité augmentée un cerveau virtuel en action. Et je vais pouvoir représenter un petit peu, on parlait des membres fantômes ou des effets miroirs tout à l'heure, voilà, dans un mode miroir, je vais pouvoir montrer mon cerveau en action dans ma tête, en réalité augmentée. Et de cette manière, je vais pouvoir, moi, de manière interactive, décider d'aller activer telle zone ou activer telle autre zone dans mon cerveau. Et je vais voir le résultat. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Est-ce que j'arrive à déclencher cette zone, déclencher cette activité? Et donc, on le présente comme un moyen d'étude et d'auto-introspection, ce Mind Mirror, et comme peut-être la prochaine étape dans le neurofeedback pour améliorer ces thérapies. Et si je reviens au dessin maintenant, ce qui est assez amusant dans ce dessin, c'est que voilà, il y a cette idée du miroir, du reflet entre ces deux personnages de l'histoire de l'art. Donc le penseur de Rodin à gauche, équipé d'un casque de réalité virtuelle, qui réfléchit à quelque chose, et là, et en fait, on peut vraiment se demander à quoi il pense, ce penseur, et je trouvais ça assez rigolo, parce que les interfaces neuronales, certains pensent qu'on peut lire dans les pensées, alors qu'on en est très très loin, mais là, on pourrait lire dans la tête du penseur pour savoir à quoi il pense. Et j'ai un copain qui m'a dit qu'en fait, il ne doit pas penser à grand-chose parce que cette position est très douloureuse à tenir lorsqu'on pose et que sans doute, il pense plutôt à quand est-ce que ça va s'arrêter cette pause, sans doute le monsieur. Mais bon. Et donc, on a envie de savoir à quoi il pense. Et puis, comme il a l'air un petit peu il peut souffrir ou il peut être dans une préoccupation un peu dramatique, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de mettre un clown en regard de ça, en miroir de ce personnage. J'ai cherché des visuels de clown et je suis tombé sur le clown triste de Picasso, qui est très énigmatique, je trouve, et donc ça rajoutait encore un peu de mystère dans ce jeu de miroir avec ce reflet qu'on devine à la surface d'un liquide, pas très bien identifié. Donc voilà ce premier dessin, qui est en fait le dernier. C'est le tout premier que j'ai fait avec mon fiston aussi à côté qui dessinait, et puis je me suis dit, bah, tiens, ça y est, là j'en tiens un, et ça va coller parfaitement avec le miroir de l'esprit.
Voilà sur ce dernier dessin. Et de ce miroir de l'esprit, enfin en tout cas dans le chapitre où il est évoqué, on voit bien pourquoi vous le liez à ce Black Mirror, hein, ce miroir que la série Black Mirror nous tend aussi à nos sociétés traversées par des petits décalages technologiques qui sont souvent générateurs de grandes angoisses. Est-ce que, au-delà des effets dont vous avez évoqué tout à l'heure, l'inquiétude des effets d'une trop grande exposition à ce type de dispositif, est-ce que y a-t-il des domaines déjà, c'est une question qui est arrivée sur Twitter tout à l'heure, où vous vous êtes dit là il faut s'arrêter, il faut, je pense que c'est au moment où vous avez parlé de la main de Dieu, peut-être que c'est là il faut vraiment s'arrêter, donc on s'approche trop près. Y a-t-il des domaines ou plutôt en dehors de l'exposition d'un sujet à une expérience potentiellement pénible ou qui ferait qui toucherait à son intégrité, y a-t-il des domaines où là, comme d'autres disciplines, où la réalité virtuelle vous a fait reculer ou en tout cas multiplier les approches avec d'autres disciplines et pourquoi pas l'éthique également? Oh, c'est une super question, hein, très riche avec plein d'ouvertures dans cette question, merci. Mais est-ce que je me suis moi-même auto-censuré par rapport à certaines idées qu'on pouvait avoir? C'est arrivé, c'est assez rare quand même. Mais en réalité virtuelle, on a parfois eu en tête des expériences ou des expériences où on se disait, ah oui, mais là, ce serait peut-être un peu trop dangereux. Enfin, on aurait du mal à vendre ça à un comité éthique. Notamment sur tout ce qui est cybermalaise, par exemple. On va essayer de provoquer des nausées ou des malaises. C'est un petit peu délicat quand même. Même si c'est vraiment un enjeu essentiel aujourd'hui du secteur, hein, d'arriver à réduire ce cybermalaise. Mais aussi d'autres effets sur les avatars, où on a fait une expérience récemment là, sur le danger en réalité virtuelle, et donc là sur la présence d'un danger. Et puis aussi, on a fait une expérience aussi récemment où on faisait des corrélations entre la personnalité des gens et leur acceptation de l'incarnation virtuelle ou de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vont plus facilement rejeter ou accepter la réalité virtuelle? Et donc là, ça pose des enjeux éthiques sur la collecte des données, sur le stockage des données, de personnalité des gens, quoi. Donc on se pose en tout cas, je pense, systématiquement des questions sur les risques et l'éthique d'une expérience quand on la développe, et c'est fondamental. Est-ce que ça nous a... Oui, après, ça peut faire évoluer un protocole, effectivement, quand on fait un peu... quand on développe de manière un peu interactive avec d'autres collègues un protocole, on propose des idées, on va censurer certaines idées parce qu'on pense qu'elles ne sont pas raisonnables. Mais quand même, globalement, je crois c'est très rare quand même que on ne soit pas allé au bout d'une idée en la faisant évoluer parce qu'elle était peut-être sur certains plans pas viable éthiquement ou avec trop de risques, quoi. Non, je pense qu'on essaie d'aller vraiment au bout de nos idées. On bride vraiment pas la créativité. J'ai la chance d'être dans une équipe à Rennes là, où c'est très créatif, ça part dans tous les sens, et moi j'encourage ça toujours. Et on a plein d'idées en magasin là, qui vont arriver qui sont très originales. Mais on essaye d'aller au bout de nos idées. Et puis de développer un imaginaire très varié, quoi. Et alors, c'est une autre piste, mais là, c'est vous qui tendez la perche en quelque sorte. On dit aller au bout de nos idées. Est-ce que pour un laboratoire de recherche, donc une institution publique, aller au bout de ses idées, ça veut dire aussi breveter ses idées? Donc, est-ce que le laboratoire ou est-ce que vous-même, Anatole Lécuyer, avez déposé des brevets sur des dispositifs bref, où se situe la brevetabilité de vos travaux? Et est-ce que c'est même comment dire, est-ce que c'est un objectif d'une institution comme l'INRIA à laquelle vous appartenez? Il y a eu plusieurs époques. Moi, j'ai connu plusieurs objectifs fixés par l'institut de recherche dans lequel je suis par rapport au brevet. Enfin, plusieurs politiques en fait de brevet. Alors, c'est pas une fin en soi. On fait pas ce métier-là pour déposer des brevets. Comme on disait, c'était le but ultime. Non, notre but ultime, c'est vraiment de faire avancer les connaissances et de les diffuser. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on est chercheur. C'est pour faire avancer la connaissance. Donc, je pense que le but ultime, c'est de produire des connaissances. Moi, je suis persuadé de ça. Et ensuite, dans l'activité scientifique, il y a plein de facettes. Une des facettes peut être le transfert industriel, qui est assez important dans notre institut de recherche, qui est un institut de recherche technologique,
et dont l'une des missions, c'est d'avoir un impact sociétal aussi, et de pouvoir, du coup, dans une de ces sous-missions, ça va être le transfert industriel, et d'être à l'origine de création de start-up ou de création de valeur pour la France, pour le compte de notre nation. Donc, en fonction des époques, la stratégie par rapport au brevet a pu être assez différente. On pouvait être incité. À une certaine époque, ça comptait pas du tout. À d'autres moments, on était un petit peu plus fortement incité. Aujourd'hui, à l'INRIA, me semble-t-il, hein, là je vais parler juste pour moi, c'est mon interprétation, ça n'engage pas INRIA, mais il me semble que les brevets visent maintenant surtout à favoriser l'émergence de start-up. Donc quand il y a un projet de start-up autour d'une technologie INRIA, on va déposer des brevets pour garantir peut-être certaines valeurs et donner des chances en plus à la startup qui démarre. Donc oui, moi j'ai déjà déposé des brevets dans le cadre de mon activité scientifique. Je crois que j'en ai déposé pas mal quand même, une quinzaine peut-être, sur différents sujets. Certains ont été déposés avec d'autres partenaires industriels qui les ont ensuite exploités de leur côté. Ça nous est arrivé. Là, vu le contexte actuel et la stratégie actuelle, je pense qu'il y en aura un petit peu moins. Ça va être vraiment plus opportuniste. Et si on voit vraiment qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans une start-up sur cette technologie-là, quoi. Comme ça a pu être le cas dans le passé, hein. On a créé une start-up dans l'équipe qui s'appelle Mencia, qui a entre 2013 et 2019, qui visait les applications médicales du neurofeedback pour les enfants qui souffrent de déficit attentionnel. Et là, on s'est posé la question de déposer du logiciel et puis d'avoir un certain brevet avec eux. Eux, ils en avaient déposé quelques-uns. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Le temps passe et de dessin en dessin, nous avons traversé les âges de votre parcours de recherche. Est-ce que, je l'ai mentionné tout à l'heure au début, lorsque vous avez commencé, ou plutôt avant votre thèse, vous aviez une activité d'ingénieur informatique dans l'industrie. Ce qui a été, on va dire, c'est pour revenir aussi sur la question du brevet peut-être, ce qui a été déterminant pour vous dans le fait de passer d'un autre côté en fait de l'activité, c'est-à-dire la recherche et une institution publique. Est-ce que c'est parce que dans l'industrie, vous étiez trop contraint par des applications forcément marchandes, ou bien c'est parce que au fond la recherche, et notamment la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, nécessitait de nouvelles connaissances, et c'était surtout ça votre moteur? Alors là, il faut que je me souvienne du jeune homme et du jeune aspirant chercheur que j'étais il y a 20 ans en fait, hein, parce que ça remonte un petit peu loin. Et puis j'ai évolué, j'ai changé aussi comme n'importe qui, hein, donc sur ces questions-là, ça évolue. Mais on pourrait vous poser la question du coup de la démarche inverse. Est-ce que vous avez songé récemment, ou est-ce que vous envisagez un passage cette fois-ci de votre côté? Il se trouve que j'ai jamais regretté le choix que j'ai fait et que je me sens très attaché à ce métier de chercheur. J'aime beaucoup la liberté que ce métier offre. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, hein. Il y a une grande liberté d'entreprendre des projets scientifiques qui effectivement n'est pas possible, ou à de très très rares exceptions, dans le milieu industriel. Donc moi, pour avoir démarré dans le milieu industriel, j'ai senti quand même que j'avais envie de travailler des questions de fond, et d'avoir le temps de le faire, et puis d'avoir la liberté de choisir mes sujets, et que si je voulais faire ça, il fallait sans doute que je passe par la case de l'Institut de recherche publique. Donc j'ai bifurqué à ce moment-là. J'ai bifurqué plus au départ pour avoir le temps de travailler un sujet scientifique, de me poser, et puis de découvrir la recherche, sans savoir si ça allait me plaire. Bon, il se trouve que moi, ça a été la révélation, hein, mais ça peut être l'inverse, hein, pour d'autres étudiants qui peuvent avoir des expériences beaucoup plus dramatiques d'une thèse, hein. Moi, je dois dire que ça s'est très très bien passé. J'ai un peu connu le parcours rêvé, quoi, avec les moments de grâce, les moments où on se réveille la nuit pour noter des idées, où on vit tout le temps avec son sujet de recherche et on est complètement passionné par ce qu'on fait. Et après, en plus, c'est comme une adrénaline, une drogue, on a envie de le retrouver, ça ensuite, ces sensations-là ensuite, cette espèce d'euphorie autour d'une idée, d'un processus créatif, puis d'aller au bout avec la publication, la reconnaissance des pairs. Il y a tout un processus qui est assez, qui peut être très gratifiant, qui peut être très ingrat sur certains autres aspects. Donc j'ai fait ce choix-là pour ça à l'époque. Et puis après, il y a eu un enchaînement de recrutement qui fait que je me suis retrouvé chez INRIA. Et là, aujourd'hui, c'est un bonheur, ça reste un bonheur aujourd'hui,
ces aspects-là de mon métier restent un bonheur. Alors, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est un peu plus vulgariser mon métier. Donc, c'était un peu ça le but de ce livre et partager cette expérience-là avec le plus grand nombre, ce que je faisais un petit peu moins avant. Donc, ça, c'est vrai que ça prend peut-être un petit peu plus de place aujourd'hui. Et j'ai un peu plus d'envie par rapport à ça. Ah, il faut réactiver le micro. Et oui, c'est ça. Ça n'est pas automatique. Il n'y a pas de capteur pour détecter la prise de parole. C'est une autre question qui est arrivée tout à l'heure sur Twitter. À quoi ça ressemble un laboratoire de recherche comme le vôtre? On y travaille. Vous-même êtes plutôt dans la partie informatique ou le design de ces dispositifs, ou bien tout à la fois, ou bien il y a une division du travail désormais entre vous et vos collègues, vos partenaires? Ou est-ce que ce sont surtout des tables autour desquelles on discute et on dessine tout simplement avec un crayon et un papier? Ouais, merci pour la question. J'y réponds avec plaisir. Et s'il y a d'autres questions sur le métier de chercheur, j'y répondrai avec plaisir aussi. Alors, un laboratoire informatique, c'est quand même beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de programmation. Donc, il faut des ordinateurs puissants, avec, en ce qui nous concerne, des cartes graphiques puissantes. Et puis, il y a un temps passé conséquent sur les ordinateurs. Donc, on est dans des bureaux avec des ordinateurs. Mais ce qui est un petit peu différent par rapport à d'autres équipes d'informatique dans notre centre de recherche, par exemple, c'est que nous, on travaille quand même sur des technologies particulières, qui sont ces technologies de réalité virtuelle et ces technologies d'interface neuronale. Donc, on est équipé, on a vraiment la chance d'avoir des équipements incroyables chez Inria, vraiment du matériel qui est assez parfois unique au monde. Hein. On a une grande salle immersive, là je le disais, de 10 mètres de large. Enfin, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais on a une salle immersive de 10 mètres de large sur 4 mètres de haut, 4 mètres de profondeur. C'est unique au monde. Donc on a aussi ce matériel-là. Donc on partage notre temps entre de la programmation et puis aussi, c'est une programmation qu'on va tester assez vite sur des dispositifs. Donc sur des dispositifs immersifs, donc des casques, des écrans, des moniteurs d'ordinateurs ou des gants exosquelettes. Alors il y a on a plein de gadgets dans le laboratoire, donc on a à peu près tous les gadgets possibles et imaginables de la réalité virtuelle qui sont dans nos bureaux. Et puis avec les interfaces neuronales, on a ces fameux casques à électrodes qu'on va aussi enfiler comme des bonnets de douche, mettre du gel, et puis donc la population que vous croisez dans notre couloir, on est dans un couloir à l'INRIA, c'est une population quand même assez étonnante qui jure un peu avec les autres informaticiens du centre, parce que vous allez croiser un type avec un bonnet de douche avec des électrodes sur la tête qui va se nettoyer les cheveux. Quand vous ouvrez les portes des bureaux où il y a des gens avec des visiocasques qui sont en train d'attraper des objets virtuels, des types qui sont en train de souder ou d'assembler des gants exosquelettes. Et effectivement, ça donne une population un petit peu originale dans le milieu des informaticiens plus traditionnels qui est plutôt vraiment concentré sur un écran d'ordinateur et qui va programmer. Et enfin, mais c'est plutôt un complément, dans ce laboratoire désormais, est-ce que vous considérez que vous faites des neurosciences ou est-ce que vous faites de l'informatique, ou bien toutes ces divisions n'ont plus beaucoup d'importance aujourd'hui? Alors nous, on est vraiment un laboratoire d'informatique, hein, donc on considère que nous sommes avant tout des informaticiens qui développons des technologies. Et on va surtout pas se revendiquer comme des neuroscientifiques ou des psychologues. On va rester sur notre domaine et sur nos disciplines et sur nos expertises, et on veut surtout pas prétendre ce que nous ne sommes pas. Et alors, on a gagné beaucoup d'expérience sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on construit un protocole de psychologie expérimentale sur ces technos? On va dire qu'on peut participer à ça, on peut contribuer, mais on va les développer comme des informaticiens et on va les analyser comme des informaticiens, et on va plutôt s'associer à des collègues neuroscientifiques ou psychologues ou ergonomes pour développer plus en amont sur ces points-là ou sur ces domaines-là. Donc on reste quand même des technophiles, technologues et technoconstructeurs, concepteurs. Mais passionnés par la perception, par les neurosciences et par la psychologie. Je pense que pour être dans notre équipe, il faut effectivement avoir une appétence pour ces sujets-là, en fait. Et puis alors, peut-être que je vous propose cette dernière question qui est arrivée sur le chat tout à l'heure. Je vais l'afficher, ce sera plus simple. Voilà. Comment percevez-vous le croisement entre les casques EEG et la réalité virtuelle, notamment avec votre logiciel OpenVibe à l'appui? Merci beaucoup pour cette question, Romain, parce que c'est vraiment une des pistes que l'on suit dans notre équipe, qui s'appelle Hybride, qui a vraiment vocation à essayer de combiner ces technologies-là ensemble
Et il y a plusieurs initiatives qui ont été entreprises au niveau international sur la création de technologies hybrides qui vont combiner, intégrer des casques de réalité virtuelle, des casques à électrodes ensemble, et puis d'autres types de capteurs et d'autres types d'actionneurs. Donc ça peut être des systèmes de tracking, de suivi des yeux, de captation de l'activité physiologique sous d'autres formes, électrocardiogramme, réponse électrique de la peau, électrodermale. Donc on assiste effectivement en ce moment à une convergence de plusieurs technologies et on sent qu'il y a effectivement un mouvement vers l'intégration de toutes ces technologies, alors de toutes ou des sous-ensembles de ces technologies ensemble. Et on y participe parce qu'on pense qu'effectivement c'est la source de questionnements scientifiques passionnants, de questionnements technologiques passionnants, et puis d'applications ensuite qui sont très importantes dans plein de domaines, santé et autres. Donc effectivement il y a un mouvement là je trouve en ce moment que nous accompagnons, et il y a plusieurs casques emblématiques qui sortent avec réalité virtuelle plus interface neuronale. Récemment, OpenBCI, qui est une initiative open source pour construire son propre casque, qui peut être compatible du coup avec OpenVibe, notre logiciel, qui est là pour ensuite traiter les signaux cérébraux, a sorti en tout cas un design de casque qui est compatible avec des casques de réalité virtuelle. Donc on voit qu'effectivement il y a plusieurs initiatives, parfois open source, parfois commerciales, avec des startups qui se lancent là-dessus aussi, pour mélanger ces technologies, et on participe de ce mouvement, et il y a un véritable intérêt scientifique et puis sociétal sur ce croisement et ce métissage des technologies. En effet. Sur cet appel au croisement, au métissage et à l'hybridation des technologies et des disciplines, on pourra peut-être se quitter sur cette belle image. J'en profite pour dire d'ailleurs, et je pense que mes collègues m'ont fait signe tout à l'heure, mes collègues de la bibliothèque Yourcenar, qui sont peut-être les plus, en tout cas pour ce qui est du réseau des bibliothèques de la ville de Paris, disposent d'une salle où on peut se livrer à tout un tas d'activités, si ce n'est d'expériences, en tout cas d'activités ludiques ou artistiques avec des casques de réalité virtuelle de diverses sortes, et ils ont justement tenté des approches qui n'étaient plus simplement ludiques, mais en particulier, j'y faisais allusion tout à l'heure, la possibilité, pourquoi pas, de faire des cours d'anatomie, comme c'est souvent pratiqué, je crois déjà, dans les facultés de médecine, des concours à partir de programmes autour de sculpture ou de peinture virtuelle, donc des concours de création, et c'est pour le coup une belle hybridation aussi qu'on a pu tester dans nos bibliothèques, à côté de nos étagères remplies de livres, des espaces où on peut aussi attraper des livres, des pinceaux et des outils de création à travers un casque, un visiocasque. Je vous remercie infiniment, Anatole Lécuyer. On me dit que voilà, beaucoup de mes collègues qui regardent cette émission se sont dit que ce sera peut-être enfin l'occasion de comprendre ce que des visiocasques peuvent faire dans des bibliothèques. Donc je vous ferai un retour, un feedback sur est-ce que cette discussion a permis d'apaiser les angoisses ou au contraire d'aiguiser les appétits de nouvelles expériences. Je rappelle que votre livre Votre cerveau est un super-héros est sorti donc aux éditions Human 6 l'année dernière. C'est pour lui que nous essayons désespérément depuis 2 éditions du festival de vous attraper dans nos filets. Merci d'avoir été présent sur le festival de cette façon-là. Toutes les questions qui sont apparues dans le fil seront elles-mêmes intégrées au replay de cette vidéo sur le site des bibliothèques. Elles seront d'abord posées sur les plateformes habituelles, mais un rebond sur PeerTube, là aussi, sera disponible pour tous et toutes. Donc on peut les retrouver de cette façon. J'espère que nous pourrons reprendre ce dialogue dans un de nos beaux espaces parisiens. Si vous revenez par ici à l'occasion de vos futurs déplacements, nous serons ravis de vous accueillir, y compris dans des endroits où on pratique la réalité virtuelle. En tout cas, j'invite tous les internautes qui nous ont suivis à se plonger dans votre itinéraire d'un chercheur, un chercheur chanceux ou un chercheur gâté, à travers cette description que vous faites de votre parcours scientifique. Et pour tous ceux ou celles qui seraient un peu inquiets de
leur non-initiation à des pratiques scientifiques, je peux certifier sur parole personnelle que sans être du tout adepte de ces pratiques-là, on se repère très très bien, aucune illusion d'optique, on est avec vous, à vos côtés, dans votre laboratoire et au cours de cette trajectoire. Donc merci encore à vous et à très bientôt, Anatole Lécuyer. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé leurs questions, c'était vraiment très agréable. Et merci à ceux qui ont visionné cette vidéo. Donc, à une prochaine, j'espère. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.